Bonjour et bienvenue pour ce N plus unième Axiome. Je sais pas combien c'est, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. C'est Mmh. mon prof de maths au début de chaque cours en prépa qui il commençait le cours en disant bon bah maintenant on passe au chapitre N plus 1 parce qu'il ouais, il perdait plus le compte. Et Mmh. donc c'est encore un axiome du reconfinement, enfin, du confinement, enfin, un axiome confiné on va dire. Oui, c'est-à-dire qu'on avait fait l'axiome du confinement, l'axiome du déconfinement, maintenant Ouais on fait c'est ça. l'axiome du reconfinement. Donc il y aura peut-être un axiome du redéconfinement. Voilà, c'est l'épidémie qui dicte le rythme des axiomes maintenant. Ouais. Et donc pour commencer, bah, vu que ça fait longtemps en fait, ça fait 6 mois depuis le dernier axiome, quelque chose comme ça. Mmh. On s'était dit qu'on avait parlé de ce qui s'est passé au cours des 6 derniers mois. Tu veux parler Mmh. en particulier des réseaux sociaux? Ouais, je voulais parler un peu du peut-être on peut d'abord commencer par parler de, je sais pas, de l'épidémie. Je sais pas si tu veux faire Ouais. un point, par rapport à ça, parce que on a commencé nos 2 derniers un peu comme ça. Après parler des réseaux Ouais, sociaux, effectivement, je trouve ça assez intéressant parce qu'on a pas ouais, mal changé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup changé ma façon de les appréhender jusqu'à très ouais. récemment. Ouais, Mais ouais, bah, peut-être donc, commence, c'est quoi ta perception des choses, de la situation? ouais, euh, bah, il y a donc, donc là, pour ceux qui regarderaient pas en ce moment, bah, on est en confinement parce que la courbe a recommencé à grimper. J'avoue que j'ai pas suivi très en détail depuis une semaine ou deux, enfin depuis le confinement, en gros. J'étais un peu en mode un peu alerte, un peu avant le confinement, enfin avant le confinement. Et là, ouais, enfin, si, là, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a le vaccin Pfizer qui a été, enfin, ils ont eu, enfin, pour l'instant, ça a été juste rapporté par l'entreprise, à ma connaissance, qui ont déclaré un taux d'efficacité de 90%, donc ça, c'est l'excellente nouvelle. Mmh. Mais la situation est quand même très préoccupante et ouais, pense que, je sais pas si Noël va être confiné aussi, mais je sais pas comment tu vois ça. Heu, ouais, il y a eu une période où j'ai recommencé, à m'intéresser beaucoup à ce qui se passait. C'était juste avant, justement, le reconfinement où tu avais l'impression vraiment de revivre un petit peu les heures de Ouais, mars, où tu avais le sentiment c'était qu'il y avait un frustrant. décalage entre la perception qu'avait le public de la gravité du truc, le fait que mais oui, mais non, mais là, ça devient et ça faisait un certain temps, je veux dire, que on regardait les trucs, je disais: «Mais ouais, ça double tous les 10-15 jours» et tu te dis un truc qui double tous les 10-15 jours, en fait, bah, tu peux quasiment calculer et te dire: «Oui, bah, ça veut dire que vers fin octobre, début Ouais, novembre, on sera à des dizaines de milliers de cas» et genre mais pendant longtemps, genre c'est je me suis d'une certaine façon fait avoir une deuxième fois au sens où même en sachant, ouais, je regardais de temps en temps les chiffres, je constatais ça et je pouvais faire ce calcul-là et j'arrivais généralement à peu ouais, près à cette conclusion-là. Mais d'un côté, ça semblait irréel. Je me disais: «Non mais bon, je sais pas, ce qu'on fait là actuellement avec les masses, ça va suffire pour calmer le truc» et puis en fait, bah, évidemment non parce qu'en fin de compte entre, je sais pas, entre fin juin et en gros entre fin juin et quand le couvre-feu a été annoncé, je pense que c'est une des premières vraies mesures un peu sérieuses, ouais. bah, en fait, il y a rien qui a changé, je veux dire dans le comportement des gens. Donc si ça doublait tous les 15 jours, il y avait aucune raison que ça change pendant toute la période Ouais. où ça doublait tous les 10-15 jours Et et c'était même donc pire que ça, tu pouvais dire avec la rentrée, bah, les gens allaient, ouais, ouais, il y a encore un nouveau mélange, les gens vont aller au travail, enfin, ouais, les enfants à l'école, enfin tout ça, et il y avait de quoi être assez préoccupé. Ouais, j'étais quand même, je crois que c'était vers ouais, fin août, début septembre où j'ai commencé vraiment à être. Ouais, j'avais refait des vidéos sur le Covid. Ouais, puis c'est un peu chiant aussi de refaire des vidéos sur le Covid parce que bon, je ne vais pas faire une vidéo qui disant mmh, oula, la croissance est à nouveau exponentielle parce que ouais. c'est un peu chiant quoi. Et du coup, bon, j'ai trouvé quand même des sujets avec l'introduction à chaque fois où je rappelais ouais, R est supérieur à 1, R supérieur à 1, on sait que c'est mal. Quoi, Ouais. et, mais, ouais, je trouvais ça assez frustrant comme période où j'avais aussi Mmh. pas mal de retours dans les universités ou dans les grandes écoles en France où enfin, j'avais entendu dire ils faisaient du sport en salle. Quoi. Enfin, Mmh. ouais, des amphis aussi qui étaient pleins. Enfin, enfin, même s'il y avait un peu de distance, enfin, ouais, je sentais que c'était pas Bah, suffisant et tout ouais, ça. Un peu... les amplis, enfin, j'ai vu des images d'amplis, je veux dire les élèves portaient des masques, normalement, mais c'était normalement plein, je veux dire les amplis, tu peux Ouais, pas il y a déjà des problèmes de place, de base, donc forcément, si tu fais que du présentiel, ça pouvait pas se passer autrement que les élèves les uns sur les autres. Enfin bref, donc hop, on est reconfinés et ouais, ça risque de durer pendant un certain temps parce que
je sais pas si parce qu'il y a vraiment pas la même. Le confinement est beaucoup moins strict et puis même la volonté de la population de s'y conformer est beaucoup moins forte. T'as l'impression Ouais, et t'as pas le sentiment, tu vois, que tu vas dehors. Que avant, enfin, je sais pas, c'est peut-être ouais, aussi psychologique. J'avais l'impression quand je sortais dehors que c'était beaucoup plus vite, qu'il y avait vraiment une autre ambiance, que je ne voyais plus des magasins pleins. Là, je suis allé faire des courses tout à l'heure et t'avais l'impression que c'était une veille de Noël. Je sais pas, il y avait énormément de monde. Tu vois pourquoi j'y suis allé à une ouais. mauvaise heure pour une fois. Je dis, enfin, j'aurais pas imaginé ça à l'époque du premier confinement. Donc t'as l'impression que l'effet que ça a eu sur le comportement des gens, il est pas assez fort, enfin, pour garantir que vraiment on va assez vite arriver en dessous de 1. Ouais. Je sais pas quelle est la dernière estimation, mais je crois que j'ai pas vu d'estimation en dessous de 1 pour l'instant. Après, on a toujours du retard, c'est toujours très difficile à savoir, Ouais. mais Ouais. tant que c'est pas en dessous de 1, ça continue d'augmenter, enfin d'être Ouais. exponentiel. Donc, bref. Ouais. Et puis il y a même pas mal de différence en termes de longueur de confinement entre 0,9 et 0,7 Mm. pour la valeur de R. Et enfin, si c'est 0,9, en gros, bah là, c'est plusieurs mois, quoi. Enfin, Mm. Ouais. Donc heureusement, cette bonne nouvelle du vaccin est arrivée, c'est un verra plutôt cool. Ça et l'élection de Biden. Il y a eu deux trucs sympas qui sont arrivés, mais sinon, ouais, c'était. Enfin. Voilà. Et donc, sinon, le rapport aux réseaux sociaux, enfin, sauf si tu veux rajouter des trucs sur l'épidémie en elle-même. non, non, on peut passer à à des choses plus Des choses joyeuses. plus joyeuses. Les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux. Euh, il se trouve que j'ai été vachement occupé pendant un certain temps et pendant peut-être, je sais pas, 3 ou 4 mois, j'ai vraiment très très peu utilisé Twitter, ce qui est vraiment un changement dans ma façon Ouais, d'être sur Internet, parce que j'utilisais vraiment beaucoup Twitter avant. Et ça m'a fait bizarre. Et j'ai vraiment voulu arrêter de- d'être actif sur Twitter. Genre un peu, j'avais une sorte de position officielle qui était de dire bon, moi je poste mes vidéos, mais c'est tout maintenant. À la limite, je like mes mentions, mais vraiment rien de plus. Genre j'ai passé 4 mois comme ça. C'était pas mal. C'est assez ouais, reposant. ouais, Euh, et puis là, récemment, je m'y suis remis, c'était genre vers octobre. Et maintenant, j'ai vraiment une politique de dire, mais en fait, je shitpost sur Twitter. J'ai pas une activité sérieuse. ouais, Même quand il y a des trucs sérieux, genre il y a eu la mort de Samuel Paty, tout le monde disait des trucs dessus, et évidemment c'est le genre de truc, j'ai été prof, j'ai fait des cours de MC ou des trucs comme ça, voilà, mais j'ai pas voulu m'exprimer là-dessus alors que tout le monde en parlait, vraiment j'ai décidé, c'est pas sérieux, je veux pas avoir une activité sérieuse sur les réseaux sociaux, ouais. donc voilà, je shitpost. Et c'est très Ok. agréable de se dire, de se dire que mon activité sur les réseaux sociaux maintenant c'est du shitpost. Et je me suis mis un peu plus à. Et je me suis même mis sur TikTok, c'est dire à quel point je kiffe Ouais, souvent j'avoue que le shitpost. ça c'était la grande surprise. Ça, j'avoue, j'aurais pas parié grand-chose là-dessus, quoi. Mais oui, suivez-moi sur TikTok, je fais des trop bons contenus. En fait, je voyais ce que faisait Manon, ce que faisait Manon Bril, et je trouvais ça vraiment très cool parce que. Mais, en fait, c'est même créativement, je trouvais ça très sympa, c'est que j'étais souvent dans des vidéos qui étaient longues à monter, qui étaient longues à faire, etc., qui étaient vraiment très très chiantes, et de se dire, putain, tu peux faire un truc en 20 minutes, et voilà, t'as une minute de vidéo qui est très chouette et qui est marrante à regarder. Et créativement, c'est très agréable pour cette raison-là, cette espèce Ouais, de petite contrainte de faire ça en 1 minute, et de le faire de façon pas forcément travaillée, ça, ça vaut pas le coup de le travailler plus que ça, mais en même temps, bon, bah, tu fais quand même un truc. Et c'est vachement agréable, quoi, de se dire ça, et ouais. c'est pas sérieux du tout. Et voilà, puis j'ai pas de stratégie de pédagogie derrière. Hein. Enfin, si ça peut toucher un public, tant mieux, mais je veux dire, objectivement, je fais un peu beaucoup ça pour m'amuser, et si ça peut amuser 2, 3 autres Peut-être personnes, t'en je as trouve ça fait cool. plusieurs ou t'en as fait qu'une? J'en ai fait 3. J'en ai fait Ah ouais, 3. ok, t'en as fait Là, deux. j'étais, si on n'enregistrait pas ça, j'en aurais fait un autre ce soir. Je pense pas que j'aurais le temps du coup. Parce que je pense qu'après l'action, je serais crevé. Ou peut-être, je sais pas. Mais, euh, mais ouais. Viens sur TikTok. C'est Valentine en plus qui veut que tu viennes sur TikTok. Il faut que tu fasses ta danse sur TikTok. Franchement, ça va trop marcher. C'est obligé. Voilà. Message de Valentine, vraiment. Elle me dit de convaincre les de venir sur TikTok. Ce serait vraiment merveilleux. Et tu fais des vues sur TikTok, quoi, comment ça se passe? Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, non, ça fait pas énorme pour l'instant. Mais on verra, on verra. J'ai Ok. 200. Attends, je sais pas combien je peux regarder, mais je crois que j'ai genre 250 abonnés. Un peu plus. Ouais, non, je vais être à quasi 300 maintenant.
Mais Alors, ça fait 3 jours, quoi. Ça fait 4 jours que j'y suis. Donc... J'ai téléchargé TikTok hein, Ah, pour les curieux, mais j'ai pas encore ouvert l'application. C'est le truc, j'ai peur de me sentir vieux. ah non, mais ouais, tu te sens extrêmement vieux quand tu vas sur TikTok, c'est terrible. Mais d'ailleurs, je n'arrive pas vraiment à utiliser TikTok en tant qu'utilisateur. J'aime bien mettre des trucs dessus, mais Ouais. genre, en fait, c'est ultra agressif parce que, enfin, agressif, je sais pas comment dire, mais c'est pas comme sur YouTube où tu lances des vidéos. En gros, imagine, c'est YouTube, sauf que quand tu te connectes, tu es immédiatement sur l'onglet tendance et ça te diffuse des vidéos de tendances. Et genre, c'est compliqué d'arrêter les trucs, tu sais pas trop comment faire. Et c'est très compliqué de mettre pause, qu'il y ait du silence sur l'application, tu vois. C'est compliqué. Donc, c'est assez agressif pour cette raison-là. Et au début, surtout que l'algo te connaît pas trop, il te propose des trucs de merde où c'est juste des meufs qui dansent sur des petites musiques. Et donc, c'est assez déstabilisant, je pense. Je sais pas, faudrait qu'il y ait je sais pas, une espèce de starter pack pour vulgarisateur. Enfin, j'en sais pas autre chose que ça. Et clairement, c'est pas adapté aux gens comme nous au départ quand on y arrive. Donc, il faut vite se faire un truc d'abonnement qui soit pas trop pourri, histoire de pouvoir aller sur le truc abonnement où là, cette fois, tu verras du contenu auquel tu es abonné. Et puis... Mais clairement, je sais pas encore vraiment bien utiliser TikTok. Je suis quand même un peu un boomer, donc effectivement, tout ça. Mais viens, Ouais, viens. attends, sur ta vidéo, il y a un truc qui m'a beaucoup perturbé, je savais pas combien de temps ça durait. Enfin, il y a pas de, tu sais, il y a pas le truc, le slider en bas là pour savoir quelle est la longueur de la vidéo. J'étais vraiment perturbé. C'est Je me vrai que suis ça doit senti être un de... choix de design, ce truc-là, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça? Je sais pas. Parce que tu peux pas sauter non plus, enfin, tu vois, c'est. Ah ouais, non, tu peux pas sauter. Mais ça, j'avais déjà remarqué ça sur Instagram, c'est pareil. Tu peux pas sauter les vidéos. Enfin, c'est très bizarre. Ouais. Mais ça peut être pensé, ces choses-là. C'est pas par hasard qu'ils font ces choix-là, à mon avis. Et ouais, non, c'est bizarre. De toute façon, la vidéo, ça dure toujours 1 minute, c'est le principe. C'est soit 15 secondes, soit 1 minute le max. Mais en général, je fais 1 minute, du coup. Ok. Et ouais. Alors, Donc moi, voilà, ma position maintenant, c'est je shitpost sur les ok. réseaux sociaux et c'est très agréable. Voilà, je prends ça beaucoup moins au sérieux et c'est reposant. Même quand il se passe des trucs sérieux, j'ai décidé, voilà, je n'ai pas une parole sérieuse sur les réseaux. Ouais. Alors, pour le coup, ça allait beaucoup avec. Enfin, du coup, je me suis réfléchi, enfin, je me suis posé la question quand je t'ai vu aller sur TikTok, et du coup, déjà, waouh! Ensuite, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire sur TikTok? Du coup, je m'étais dit, peut-être, ouais, essayer de faire des blagues mathématiques ou des trucs. Ouais, ça serait un mode vraiment pas sérieux et quelque chose comme Mm. ça. Et j'hésitais à les tenter un moment, après, je me suis dit, non, mais je sais pas, c'est pas. Ça, je sais pas dans quoi je m'embarque. Ah, mais bien, bien, ça fera plaisir à des tas d'amateurs de mathématiques. Et à moi en tout cas. Et à Valentine aussi, vraiment. Donc, je dis, je sais pas ce que tu pourrais faire. Ta petite danse déjà, obligé. T'en fais une par jour, c'est tout. Ouais, alors là, je serais un peu tu, te, trop en mode TikTok. Là, tu te spécialises vraiment. On parle évidemment de la danse des mains que je ne sais pas faire, mais elle est vraiment très bien. Je pense que tu sais bien la faire depuis le temps. Ah bah, je me suis entraîné depuis 6 mois. Hein, ça fait... Ah bah, voilà. J'ai fait il y a 6 mois. Mais bon, c'est fait. C'est pour la postérité. Effectivement. Bon, et Euh, ouais, je sais pas toi comment parce que effectivement, il y a eu une tendance pendant un certain temps, genre David qui avait même écrit un billet pour expliquer pourquoi il venait plus sur Twitter, mais ça faisait longtemps déjà qu'il venait plus sur Twitter, etc. J'ai ouais. une tendance effectivement, pendant un moment, je me sentais vraiment mal à l'aise sur Twitter. Il y a eu toute une période. Je pense que ça coïncidait un peu au truc autour d'Astronogie qui avait fait cette espèce de thread. Et évidemment, et il fallait absolument que tout le monde prenne position contre. Enfin, il y avait un côté, même être silencieux, c'était genre mal vu. Genre, moi, j'avais pas envie de parler d'Astronogie, je m'en fous complètement de son thread et de tout ça. Et il y avait cette espèce d'injonction à prendre la parole sur ce sujet qui était assez oppressante. Donc c'est pour ça que si je peux utiliser un réseau social, mais sans qu'il y ait cette injonction-là, tu vois, c'est quand même plus reposant. J'ai l'impression que c'est un peu calmé là, sur Twitter. Et en tout Ouais. cas, c'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir l'image de quelqu'un qui met des trucs sérieux sur Twitter. Genre, Ouais. Ouais, moi je mets beaucoup de choses sérieuses. J'ai pas quitté cette image. Euh, ouais, ouais. Parce que je pense qu'il ouais. Il va se passer beaucoup de choses hein, au cours des 6 derniers mois. 2020 était très chargé, comme tout le monde le sait. Et je pense qu'il y avait.
Ouais, bah, surtout en ce moment avec les vaccins et tout, en ce moment, c'est tout 2020, quoi. J'ai l'impression qu'il y a tellement de mésinformations, de sujets importants et de risques assez énormes que moi je trouve ça important de laisser des messages. Et puis, de temps en temps, enfin c'est Twitter, quoi. S'il n'y a pas un côté un peu plus relâche, plus relax, hein, un moment avec des trucs un peu plus sympas, Mmh. ça devient vite très pesant Twitter. Oui, oui. Non, en fait, je me rends compte quand je dis que moi, que voilà, ma politique, c'est de shitposter maintenant, je suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire autant. Juste, moi, j'arrive pas à me sentir à l'aise avec le fait d'avoir une parole sérieuse. Mais en fait, je trouve que c'est très important qu'il y ait des gens qui aient une parole sérieuse sur Twitter. Et en fait, la plupart des gens que je suis ont plutôt une parole sérieuse quand j'y réfléchis. Je suis beaucoup de chercheurs ou des trucs comme ça. C'est juste l'utilisation que j'en avais, au bout d'un moment, c'était soit j'y vais plus du tout, ce que j'ai fait pendant un certain temps, soit j'y vais, mais vraiment dans ce mode-là. Et quelque part, je préfère y aller parce que j'aime, je sais pas, surtout socialement, voilà, là, on est un peu plus isolé, ça fait du bien de passer un peu de temps sur les réseaux sociaux, mine de rien. Ouais. Bah, ouais. Ouais. Enfin, c'est un peu dans la continuité de mon utilisation globalement des réseaux, c'est que je lis beaucoup moins les choses. Je masque très rapidement les trucs qui ne m'intéressent pas ou qui sont trop virulents ou des trucs dans le genre. Et, Mmh. ouais, j'essaie d'ignorer beaucoup de choses. Bah, par exemple, sur YouTube, aujourd'hui, je dois lire peut-être 1% des commentaires que je reçois, quoi. C'est-à-dire, sur chaque vidéo, je dois lire 2 commentaires. D'accord. Ouais, moi, j'ai jamais réussi à me détacher des commentaires. Je suis toujours du genre à lire beaucoup les commentaires Ouais, et à m'énerver parfois. Mais ouais, ouais. ouais. On voit les shit postés sur Twitter, tu vois. Il y a une cohérence dans tout ça. Quand il y a un commentaire qui me fait rire, je shitpost sur Twitter, voilà. Bon, Ouais. mais faut dire, tu fais 1 milliard de trucs. Tu es vachement plus actif que moi, tu fais beaucoup plus de vidéos, de podcasts, etc. Donc, je pense aussi qu'il y a un côté. Tu ressens moins peut-être le besoin d'interagir dans la mesure où tu as tellement de médiums par lesquels tu passes pour. Enfin, je sais pas si tu. Ouais, alors, clairement, j'ai eu des moments difficiles aussi. Bah, je pense que 2020 a été compliqué sur les réseaux sociaux à cause du confinement, enfin, pour tout le monde et à cause du confinement et tout ça. J'ai l'impression que enfin, tout le monde était un peu plus sur les nerfs, quoi. Mm. J'écoutais un podcast de foot où il disait, mais là, cette année, les gens sur les réseaux sociaux, dès que l'équipe gagne, c'est oh, dès que l'équipe perd, c'est oh, enfin, les gens sont beaucoup plus dans les émotions extrêmes, quoi. Mm. Et enfin, il supposait que c'était lié au confinement et au fait que ouais, il y a pas même enfin, les trajets quotidiens, les espèces de balades quotidiennes, les relations sociales quotidiennes, quoi. Mm. Le fait d'enlever ça, forcément les réseaux sociaux prennent plus de place, quoi. Mm. Bah oui, oui, c'est sûr. Ouais, il paraît, l'OMS aussi a déclaré que la santé mentale était un des problèmes plus graves aujourd'hui à cause du confinement. C'est juste de l'année qui est difficile, quoi. Et je pense que ça se ressent, quoi. Quand on n'est pas bien émotionnellement, enfin, la probabilité qu'on se mette à écrire des shitstorms ou des trucs très, très, Mm. très virulents sur ces réseaux sociaux, enfin, en particulier sur Twitter qui est très réceptif à ça, est plus grande, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr que on, on vit sur les réseaux sociaux beaucoup plus, quoi, à partir du moment où tu passes beaucoup plus de temps chez toi, Ouais, forcément. Après, nous, en tant que youtubeurs, ça ne change pas tant que ça de notre quotidien, non, de ouais, toute façon. Juste, on a le sentiment que c'est devenu la norme pour tout le monde. Donc, euh, ouais. Et puis il y a voilà. eu les élections présidentielles, quoi, au niveau des. Ah Enfin, oui, j'ai un peu bah ouais, suivi ce là. qui s'est passé avec Trump et Twitter. C'est quand même fou, quoi. Il y a 1 an, imaginez un réseau social censuré, le Hmm. président des États-Unis à longueur de journée. Enfin, c'était quand même assez. Enfin, censuré. Est-ce qu'il a vraiment supprimé des tweets ou c'était Non, non, des avertissements? C'était des bah, avertissements et ouais, tu pouvais quand même voir le tweet, c'était ça? ouais. J'ai Mais il pas n'était regardé pas depuis. visible par défaut. D'accord, oui. Il n'était pas likable. Et le nombre de likes et de retweets était caché. D'accord. Ouais.
Ils avaient déjà fait ça, c'est une mesure spéciale, spéciale Trump. Genre, c'est une fonctionnalité qui existait avant, enfin, fonctionnalité au sens, je sais pas si on peut appeler ça une fonctionnalité, disons, c'était un cas de truc qui avait déjà été utilisé ou qui était censé être utilisable dans certains cas, ou ça a vraiment été créé à cette occasion-là? Alors, ouais, clairement, il y a des trucs qui ont été créés à ce moment-là. Mhm. Après, l'idée d'enlever des tweets, de supprimer des tweets, ça, ils font ça à longueur de journée parce qu'il y a Oui. énormément Là, c'est... comptes, par Mhm. exemple. Mhm. Le fait d'enlever, de masquer les trucs, et puis avec le Covid aussi, ils avaient pris plein de mesures. Ouais, toujours rajouter alors, je sais pas si Twitter avait fait ça, mais rajouter des trucs d'alarme. Attention, allez voir l'OMS ou quelque chose comme ça. Site de l'OMS. Mhm. YouTube et Facebook le faisaient en tout cas. Ouais, donc clairement, il y a eu, 2020 aussi pour les réseaux sociaux, c'est une année où beaucoup de choses ont changé. Et je pense l'image qu'on a aussi de ce que les réseaux sociaux devraient faire, je pense que ça a énormément évolué au cours de 2020. Mhm. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, voilà, modérer un président des États-Unis sur un réseau social est quelque chose. Enfin, voilà, j'avais fait les sondages et d'après les sondages, bah, je crois qu'il y avait 20% qui disaient que c'était qu'il fallait absolument rien faire, mais sinon, bah, 80% des gens pensaient qu'il fallait agir. Ouais, après, c'est un biais d'échantillonnage avec ceux qui te suivent, oui, je pense que, surtout en France, ça choque pas plus que ça. Mais après, ouais, t'aurais du mal à séparer ça du fait que c'est une situation qui est très particulière avec Trump et que c'est pas juste est-ce que. Tu poses pas une question qui est très abstraite en fait quand tu poses cette question-là. Tu poses une question qui est extrêmement concrète. Ouais. Et donc, c'est possible que les gens soient d'accord sur ce point-là, mais en fait, soient mal à l'aise sur le principe. Du coup, c'est quand même intéressant, donc je pense qu'il ne faut pas en tirer une conclusion qui est que de façon générale, on voit d'un très bon œil le fait, enfin que 80% des gens voient d'un bon œil le fait que les réseaux sociaux modèrent la parole d'un président de la République, d'un président des États-Unis ou de choses comme ça. Je pense que le cas très particulier de Trump a amené des gens à avoir cette position-là qui est probablement un peu plus éloignée de ce qu'ils pensent que. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement spécial que je suis pas sûr que tu puisses en tirer des conclusions générales sur l'évolution du sentiment des gens. Parce que dès lors qu'on est revenu, genre là maintenant sur Biden, ça me paraîtrait étonnant qu'on voit d'un même œil le fait qu'il y ait de la modération sur la parole du bientôt président Biden. Ouais, ça dépendrait de ce qu'il dit. Et bon, je pense qu'on a priori sans doute justifié qu'il va dire des choses moins. Ouais, Déjà qu'il va pas écrire de tweet lui-même. Il a quand même dit des trucs assez horribles, Trump, ou assez. Clairement faux et dangereux, quoi. J'avais fait un autre sondage, hein, justement, en demandant est-ce que les actions de Twitter, d'après vous, c'est juste ce cas-là, ou est-ce qu'il faut généraliser, ou voilà, dans quelle mesure il faut généraliser tout ça. Et alors, de mémoire, ça penchait, enfin, c'était pas 80-20, mais ça penchait quand même du côté il faut continuer dans cette lignée. C'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. C'est pas un service public, Twitter, donc, ni aucun réseau social. Et donc, finalement, ça dépend de la bonne volonté de quelques personnes. On n'a même pas une idée précise de qui, probablement, d'appliquer ou pas ce type de mesures. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que ça a vraiment un impact quand même important. Et c'est pas très robuste, hein, ça dépend de quelques personnes, on ne sait même pas avec qui. Clairement un problème. C'est vrai que d'un autre côté, si ça dépendait d'une entité gouvernementale qui dépendrait de Trump, c'est compliqué aussi. Ouais, effectivement. Je pense que ça nous aura bien fait prendre conscience du fait que
les réseaux sociaux jouent un rôle vraiment particulier dans la diffusion de l'information. Disons, c'était d'autant plus particulier qu'on avait un président des États-Unis qui avait un compte Twitter qui utilisait énormément pour shitposter, pour le coup. Un instance vraiment assez dramatique, mais sauf qu'il se prenait vraiment beaucoup plus au sérieux. Et, et qui avait, je sais pas, son nombre d'abonnés, c'est genre la population de la France, un truc comme ça. Enfin, c'est énorme. Enfin, ça se compte en dizaines de millions, si je dis pas de bêtises. Donc, t'imagines que quand tu as la parole du président de la République des États-Unis qui peut comme ça porter à des dizaines de millions de gens, et voilà, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas un TikToker, c'est le président des États-Unis, et qui s'en sert, mais enfin, je sais pas, il tweet de façon limite compulsive. C'est vrai que on aurait mis ça dans un roman, on aurait trouvé ça complètement fou, et ça a été les 4 dernières années, quoi. Ouais, 89 millions d'abonnés. 89 millions d'abonnés, donc c'est plus que la France, quoi. T'imagines, quoi. À chaque fois qu'il se met en caps lock comme ça et qu'il raconte n'importe quoi, il le présente à au moins 89 millions de gens, en fait. Enfin, en admettant, puis plus tous les gens qui y sont exposés indirectement. Donc, il y a un côté vertigineux là-dedans, quand même. 89 millions d'abonnés. On en est loin, nous, hein, quand même. Axiome, là, on est à combien, là? Et encore. Bon. Ouais. Ah ouais, il y a du travail encore, hein, c'est sûr. Ouais. Ouais, clairement, les réseaux sociaux ont pris une ampleur aussi plus grande au cours de 2020. Ouais. Eh bien, je sais pas si tu veux. On commence, on fait les vidéos, ou tu veux rajouter des faux? Bah ouais, on peut faire les vidéos. J'ai déjà dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux sur ma chaîne. C'est vrai que Twitter. Peut-être parler de l'addiction à Twitter, parce que c'est. C'est clairement des choses. Clairement, c'est un problème que j'ai. Et c'est toujours ce truc le tweet que tu as vu qui t'énerve pendant toute la journée. C'est horrible. Parfois, c'est juste un tweet et puis tu te le traînes toute la journée dans ta tête et j'arrive plus à ne pas y réfléchir. Et c'est vraiment horrible. Et je pense que ça est arrivé énormément à énormément de gens au cours des derniers mois. Et je pense que ça explique beaucoup de la virulence qui je pense a été accrue au cours des derniers mois. Donc je vois beaucoup le fait de lutter contre l'addiction comme un problème qui n'est pas juste à l'échelle individuelle, qui est vraiment un problème de société et même de discours démocratique, public et tout ça. Donc je pense que c'est important de prendre soin de ça. C'est vrai que moi, ça a pu m'arriver, mais genre, à partir du moment où je suis parti sur l'idée de ne pas rentrer dans des discussions sur Twitter, ça a plus tellement de chances de m'arriver. C'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment t'énerver contre un tweet que tu as juste vu. Enfin, moi, si ça m'est arrivé de m'énerver, c'est parce que j'étais dans des discussions, des choses comme ça. Ouais. Et à partir du moment où tu dis, bon, voilà, je ne discute pas sur Twitter, de temps en temps, je poste un contenu, éventuellement, je vais peut-être mettre une réaction à un truc, mais vraiment pas rien qui soit de l'ordre qui attend une réaction, un dialogue, un truc comme ça. Là, je me disais, il y aurait une fonctionnalité que je trouverais géniale, c'est s'il y avait un espèce de cooldown après chaque tweet. Genre, quand tu tweets, tu peux pas retweeter derrière tu peux pas tweeter une deuxième fois un autre message avant, je sais pas, 1 heure. Et tu peux tweeter maximum 24 tweets par jour. Et tu peux pas avoir de discussion, du coup, c'est très clair. Ouais. Et clairement, c'est mettre un délai entre 2 réponses successives, c'est ça ce que ça. Mais Twitter a fait aussi une mesure. Là, tu peux plus retweeter. Enfin, il y a plusieurs choses. Quand tu retweets, il t'ouvre un onglet retweet avec commentaire et du coup, tu peux pas retweeter en un clic. Ah, je croyais que c'était un bug. C'est un feature. Hein, c'est vrai que c'est pas mal, c'est une espèce de nudge parce qu'en fait ça change rien. Tu peux toujours juste retweeter. Mais c'est vrai que c'est un peu troublant parce que c'est vrai que quand tu cliques, tu te dis par moment. En fait, ça encourage à retweeter avec commentaire, ce qui est plutôt bien parce que quelque part, ça encourage des retweets plus constructifs ou
Bon, Enfin, pas forcément destructif aussi, mais. Ouais, c'est vrai qu'un retweet avec commentaire, ça peut être vraiment pas sympa, mais en tout cas, c'est un petit détail sympa. C'est vrai que ça évite l'espèce de truc mécanique où tu vas retweeter juste pour retweeter. Là, ça te force un peu à réfléchir, à te dire, écoute, si tu retweets et que t'as rien à te dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup que tu retweets et, euh, et j'avais vu aussi un truc, c'est si tu retweets un truc où il y a un lien et que t'as pas cliqué sur ce lien, Twitter te fait la remarque. Ouais, Je sais plus, je sais c'est pas pas exactement comment sympa. il le dit. Il dit un truc du genre, enfin, je sais pas si, enfin, je le Ouais, ressentais, enfin, ça m'est arrivé, mais c'est parce ouais, que, ça enfin, m'arrive. on va dire que c'était pour de bonnes raisons. J'avais vraiment lu le truc. Je sais plus exactement. Je me demande si quelque part il m'avait pas eu et que vraiment j'avais pas ouvert le lien et j'avais Ah ouais, juste ça m'est arrivé, présumé du contenu. j'avais pas ouvert le lien, et puis du coup, j'ai cliqué sur le lien et j'ai lu un petit peu. Ouais. Bon, j'ai partagé quand même, mais ben, je trouvais ça, enfin, ça m'a nudgé de Ouais, dire. c'est un excellent nudge, ouais, c'est bien vu ça. Il y a plein de trucs comme ça d'ingénierie des réseaux sociaux. Mais j'ai l'impression que Twitter, il prend un peu au sérieux, parce que bon, quand tu as le président des États-Unis sur ton réseau, forcément tu prends un peu plus au sérieux ce que tu fais que si tu es Instagram ou TikTok, où voilà, il y a pas, il y a, il y a moins d'enjeux, enfin, d'autres types d'enjeux, mais en tout cas pas celui-là. Donc ils prennent plus au sérieux ces trucs-là, et tu as l'impression que vraiment toute leur ingénierie de, je sais pas comment on pourrait appeler ça là, euh, l'ingénierie du réseau social, quoi, Ouais, et comment les fonctionnalités sont agencées, fonctionnent, etc. L'impression qu'il y a vraiment une réflexion autour du fait que les interactions soient plus saines, etc. Donc c'est plutôt cool Twitter pour ça. J'ai l'impression que c'est un peu d'espoir. Enfin, tout le monde critique Twitter et dit que c'est la pire des endroits, mais je pense que c'est quand même un des réseaux sociaux qui est plus intéressant. Enfin, c'est clairement celui sur lequel je passe le plus de temps et que je regrette le moins d'utiliser. Facebook ou les autres trucs, c'est vraiment pour me détendre ou autre. Mais Twitter, il y a vraiment une valeur informative dans l'usage qu'on peut en faire. Si vous avez une timeline qui est bien, si vous suivez des personnes intéressantes, vous pouvez avoir vraiment une timeline qui est très instructive. Voilà, vous pouvez être informé du début de, de l'épidémie une semaine ouais, avant tout le monde. ouais, C'est un peu ça l'idée, quoi. pareil, c'est vrai que c'est marrant, genre les élections présidentielles américaines, bah, je les ai suivies sur Twitter, finalement. Je suis Oui, quasiment bah ouais. pas. Bon, Euh, quelques sites, quoi, mais pas plus que ça. C'est marrant. Effectivement. Ouais, c'est clairement dessus. J'avais trouvé un super formulaire qui mettait à jour exactement tous les trucs. Enfin bref, il y a toujours des super ressources. Il y a des gens qui sont très très bons sur Twitter et qui mettent des bons liens. Enfin bref, ouais. Donc malgré tout le mal qu'on en dit, moi je pense que qu'on ne devrait pas jeter Twitter avec l'eau du bain et que c'est franchement un réseau social qui est quand même assez intéressant quand on, faut juste apprivoiser ça. Faut l'apprivoiser, enfin, comme beaucoup de réseaux sociaux. Comme TikTok finalement. Là, je l'ai pas encore apprivoisé TikTok. C'est encore un peu n'importe quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, ça deviendra bien. Ouais. Mais l'équipe safety en particulier de Twitter a l'air d'être beaucoup plus active, en tout cas en proportion que Facebook, YouTube ou autre. Quoi. Mm. Ils ont l'air bon, après, quand tu dis avoir le président des États-Unis qui tweet des choses dangereuses sur son réseau social, ça pousse forcément à. Mais pas que ça, il y a aussi beaucoup de manipulations qui passent sur Twitter et enfin, je pense sur tous les réseaux, mais je pense que Twitter est beaucoup plus transparent que les autres. Enfin, c'est un peu de base parce que les tweets sont publics. Mm. Et du coup aussi, ils ont une politique de lutte contre ce qui ne va pas sur Twitter, qui est beaucoup plus transparente que YouTube ou Facebook. C'est compliqué de savoir exactement ce qu'ils font. Mm. Ouais, il y a moins l'idée que c'est un. Je pense que les autres souvent vont se retrancher vers l'idée que c'est des réseaux qui finalement gèrent des interactions qui sont privées, tandis que sur Twitter c'est beaucoup plus assumé que c'est avant Ouais, tout un réseau qui concerne des interactions publiques, des personnalités publiques, etc. Et je pense que ça joue dans l'usage qu'on en fait, et dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et du coup du type d'interaction qu'ils veulent ouais, promouvoir pour leur réseau. Donc ouais. voilà, je pense. Ouais. Après, Instagram, par exemple, enfin, il y a aussi, je pense qu'il y a vraiment des attaques, des attaques de désinformation ou de manipulation politique sur tous les réseaux sociaux. Et j'avais vu par exemple sur Instagram que enfin, QAnon, donc QAnon c'est cette théorie du complot américaine qui est en fait, ultra pro-Trump, enfin, vraiment des trucs assez bizarres. Et ils ont un peu migré sur Instagram où ils font des trucs qui sont un peu plus cachés, un peu plus sournois, quoi, mais ouais, enfin, ces problèmes existent aussi Mhm. sur Instagram. Ouais. Et ben, ouais, C'est, qui- effectivement.
Bienvenue en 2020. Est-ce que 2021 ira mieux? J'espère. Par régression, par moyenne, normalement, ça va être mieux que 2020. Oui, effectivement. Bon, le vaccin, c'est une bonne nouvelle. Biden aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça serait surprenant que ce soit pire. Donc la première vidéo dont on va parler, c'est la vidéo sur la LOIF, comme on l'appelle. Une vidéo de science étonnante qui s'appelle la thermodynamique de la vie, enfin LOIF, la thermodynamique de la vie, avec entre parenthèses astrobiologie. Donc c'est une vidéo, je pense que c'est le boss de la vulgarisation. Enfin, cette vidéo, quand je l'ai vue, je fais c'est un mec qui est trop fort. Normal. Réaction visuelle. Ouais, c'est ça. En particulier, celle-là, je la classe parmi ses toutes meilleures vidéos dans le classement des vidéos de David. Voilà, c'est une vidéo qui est très très chouette sur des définitions donc bon, il y a beaucoup de débats sur ce qu'est la vie. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Et bon, il y a une approche qui est un peu. Enfin, l'idée, ça serait de toute façon de généraliser ce qu'on observe et qu'on appelle la vie sur Terre. Mais du coup, il y a cette question de à quel point on généralise ou est-ce qu'on reste sur des trucs assez proches. Donc, il y avait une définition de la NASA, je ne sais plus exactement ce qu'était la définition de la NASA, mais je sais qu'il y a une histoire de sélection darwinienne. Parfois, les gens relient ça, par exemple, à l'ADN. Il y a peut-être des idées de membrane cellulaire ou de délimitation, des choses dans le genre. Ouais, il y a différentes idées qu'on peut assez avancer pour définir ce qu'est la vie. Et donc, dans la vidéo, ce qu'il propose, il parle d'une théorie d'un mec qui s'appelle Bartlett, ou Bartlett, un truc genre, qui propose une approche qui serait beaucoup plus générale, où l'idée c'est de se défaire de beaucoup de choses qui appartiennent à la vie sur Terre, mais qui pourraient ne pas être des propriétés d'une vie extraterrestre, par exemple. Et l'approche est très. Alors j'adore ça parce que c'est très informationnel. On oublie beaucoup de tout ce qui est matière. La définition, elle dépend plus vraiment des lois de la physique. D'une certaine manière, c'est plus une description des propriétés quasiment informationnelles ou essentiellement même informationnelles de ce qu'on appellerait du coup de cette génération de la vie. Et pour la différencier des définitions traditionnelles de la vie, Bartlett a appelé ça la LOIF plutôt que la life. En français, je me dis c'est la VOIF. La vie avec un Y, tu vois. Avec un Y. Et donc l'idée, c'est quelques propriétés. Donc l'une des propriétés, c'est ce qu'on appelle je sais plus comment ça s'appelle ça. Je crois que j'ai ça quelque part. La structure dissipative. Donc l'idée, c'est que ça serait une structure qui se préserve à travers le temps et qui exploite de l'entropie d'ailleurs, donc de l'énergie libre, de l'énergie bien organisée, bien structurée, pour ensuite garder sa structure et qui du coup émettrait encore plus d'entropie, donc d'espèces d'énergie sale. Donc c'est lié à des concepts en thermodynamique parce que l'énergie se conserve. Donc quand on dit il faut une crise énergétique en ce moment, en fait c'est un abus de langage. Si on était vraiment d'un point de vue physique, c'est plus des problèmes d'entropie liés à la qualité de l'énergie. Et donc la vie, c'est quelque chose qui est capable d'extraire de l'énergie de qualité d'une certaine manière pour l'utiliser à ses fins et ensuite qui rejetterait de l'énergie de très mauvaise qualité. En gros. Donc ça, c'est une des propriétés, la structure dissipative. Et clairement, c'est une propriété assez clairement, c'est quelque chose qui est important pour la vie, puisque envie de dire que la vie, il y a quelque chose de structuré derrière, et pour garder cette structure, pour avoir et puis ensuite garder, voire améliorer cette structure, il faut absolument qu'il y ait cette phase d'exploiter de l'énergie libre de qualité. C'est cette propriété dissipative. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans la vidéo, David va présenter à chaque fois des critères supplémentaires. À chaque fois, il va trouver des contre-exemples
et pour ensuite rajouter le critère suivant. Et donc là, les contre-exemples, en fait, il y en a pas mal, mais peut-être celui qui est plus marquant, c'est les anticyclones, les cyclones et les anticyclones. En Dans une particulier, casserole d'eau aussi, simplement. ouais, dans une casserole d'eau, tout simplement, Mm. tous les mouvements de convection. Mm. Et, j'aime bien l'exemple de la tache rouge de Jupiter, qui est juste C'est vrai que des c'est gaz un qui exemple. tournent, quoi. Ouais, on envie de dire, bon, ça n'a pas trop l'air d'être de la vie, quoi, Mm. qui manque quelque chose. Et, et du coup, bon, voilà, il rajoute une autre propriété qu'il appelle donc l'autocatalyse. Donc l'autocatalyse, c'est la capacité de cette structure à se répliquer ou à se répandre, à créer d'autres d'elle-même, quoi. Typiquement, voilà, la reproduction chez beaucoup d'êtres vivants. Et, et là, il prend l'exemple du feu qui est une structure dissipative. Donc le feu, il reste tel quel d'une certaine manière, et la manière dont il reste tel quel, c'est avec cette structure dissipative. Mais en plus, il est capable de catalyser d'autres feux, du coup, de s'agrandir. Et donc, voilà. Donc là, on a encore un contre-exemple. On sent que l'autocatalyse, c'est important, en effet. Mais voilà, on voit que le feu a cette autocatalyse. Et on a envie de dire que le feu, c'est pas de la life. Enfin, en tout cas, c'est pas de la vie. Il y a un truc qui est marrant, j'avais pas réfléchi, mais en fait, ça désigne vraiment la vie dans ce cas, mais comme une sorte de processus à un sens assez général, parce qu'en fait, tu peux avoir des êtres vivants qui sont pas capables de se reproduire. Ouais. C'est assez fréquent. Mais c'est vrai que la vie en tant que processus à un niveau un peu plus macro, comme ça, en regardant plus loin, effectivement, il faut qu'il y ait quand même cette propriété-là à un certain niveau. Mais voilà, tu restes en vie même si même si tu perds la capacité à te reproduire. C'est marrant parce que du coup, tu décris pas vraiment un individu comme étant vivant, mais en fait, tu le décris comme étant appartenant à un groupe qui, lui, est considéré vivant, enfin, dont les En fait, autres t'as éléments. l'impression que ça caractérise quelque chose comme une espèce de processus causal ou un truc comme ça. Genre, et c'est l'ensemble du processus en lui-même qu'on pourrait appeler la vie. Et après, bon, dedans, peut y avoir des petites unités qui, effectivement, de temps en temps, peut-être, justement, jouent ce rôle de reproducteur, enfin, de catalyseur qui permet d'étendre ce processus plus loin. Mais il peut y en avoir d'autres qui jouent pas ce rôle et qui appartiennent quand même à cette vie, à cette life. Du coup, du coup, des animaux qui seraient plus capables de se reproduire, ils seraient plus en vie, ou ils feraient plus partie de la vie, alors, ça serait des conséquences de la vie, mais c'est pas. Enfin, bref. Bon, bref, en tout cas. Disons que c'est intéressant de se dire que tu n'es pas en train de définir l'être vivant, au sens. Tu es en train de définir c'est pour ça que, oui, la vie en ce sens vraiment très général. C'est très intéressant, parce que c'est très définitionnel par certains côtés. On essaie de capturer une espèce d'intuition de ce qu'est la vie. Et on essaie comme ça, de saisir avec quelques trucs qui sont purement fonctionnels, de capturer le sens sous-jacent de ce truc-là. Et il y a aussi ce côté-là, ils savent très bien que on peut pas vraiment, les termes du langage ordinaire n'ont pas des définitions bien précises, donc à la fin ils vont arriver à une définition qui est très précise et qui collera peut-être pas tout à fait à ce qu'on appelle intuitivement la vie, mais c'est pour ça ils se préservent de l'objection, on appelle ça la vie, la life. Et mais ça va quand même être une définition qui est assez intéressante, genre qui est fonctionnellement très t'as l'impression, en tout cas, quelque chose qui va satisfaire cette définition-là, mais t'es pas encore arrivé au bout des 4 critères, mais quelque chose qui satisfait ces 4 critères-là. En tout cas, je sais pas si ce sera de la vie, mais ça serait un truc quand même super intéressant. Donc, si on considère que la complexité a de la valeur, t'as envie de dire quelque chose qui satisfait les 4 critères a une certaine valeur en termes de complexité, en tout cas. on pourrait dire ça, ouais. Donc, vas-y, je te laisse continuer les 2 autres caractéristiques. Donc la troisième, du coup, c'est pour écarter le feu. Ce qu'il introduit, c'est l'homéostasie, donc l'idée que les structures perdurent ou capables de se soigner ou de revenir dans un certain état. Et là, j'ai pas été tout à fait convaincu. J'ai trouvé ça parce que
j'ai l'impression que c'est une histoire d'échelle de temps. Enfin, si on regarde, ouais, ça dépend si on regarde la vie ou un être vivant, j'imagine. Euh, mais même si on regarde la vie, elle va pas perdurer indéfiniment. Et puis, enfin, il peut y avoir des extinctions. Mhm. Euh, enfin, et même l'échelle de temps de l'extinction peut être techniquement plus faible. Bon, puisqu'on est en 2020, on va prendre un exemple de 2020, que les incendies en Californie, par exemple, qui ont duré plusieurs mois, quoi. D'accord, oui, au sens. Donc tu veux dire qu'il pourrait y avoir, je sais pas, une espèce de irruption de la vie comme ça, très très brève, et qu'il y aurait toute la complexité, vraiment tout satisferait entièrement ce qu'on appellerait intuitivement de la vie, mais ce serait très bref. Ça, Ouais, ça, ouais, ou si tu mets juste la vie dans des conditions mm. qui sont difficiles, quoi, bah, elle va finir par s'éteindre. Donc, si on voit des trucs dans l'espace, bon, bah, dans le moment, il risque de s'éteindre. Et je pense que dans le truc justement, dans le truc de l'homéostasie, il y a un peu plus l'idée que justement ça va. Limite, ça serait plus un truc pour définir ce qu'est un être vivant dans ce processus-là. T'as l'impression qu'il faut des petites unités qui se préservent, etc. Non, enfin, je me souviens plus très bien de la vidéo, je l'ai vu un moment maintenant. C'est pas plus Euh, cette idée, c'est un peu, enfin, c'est un peu l'idée de la cellule, quoi. Qu'il faut quelque chose comme à un moment donné qu'il y ait des parties de cette vie qui ouais, distinguent un extérieur et un intérieur, quoi, et que cette partie-là reste. Non, ou peut-être je me trompe en fait. ouais. C'est pas trop ça l'idée. Il me semble qu'il y a ça dans la Donc, vidéo, mais j'ai oublié à quel stade. voilà, alors, bah, l'autre truc très très cool pour moi, en fait, quasiment orthogonal à la vidéo, c'est que on peut, qui est un peu la recherche du mec, là, c'est vraiment de réfléchir à des lois très très simples, des réactions chimiques typiquement très très simples, qui permettent de faire des trucs qui sont vraiment surprenants et qui en plus satisfont ces définitions, quoi. Enfin, pour moi, c'est quasiment c'est comme si on jouait au jeu de la vie, on trouvait des structures qui sont juste remarquables, quoi. Et Hmm. qui ont beaucoup de propriétés remarquables. Et pour moi, c'est quasiment deux aspects un peu différents dans la vidéo, un peu orthogonaux. Bon, il se trouve qu'ils se rejoignent sur certains trucs, mais d'un côté, il y a cette ambition de définir la loi, et puis de l'autre côté, il y a juste il y a cette ambition de trouver des règles simples qui permettent de générer des structures Hmm. vraiment remarquables, quoi. Bah, des structures qui satisfont cette définition-là, justement. Ouais, bon, il se trouve qu'il y a des définitions qu'il y a des satisfactions de ces définitions-là, mais euh, Hmm. ouais, ouais, enfin, ouais, enfin, ouais, je trouve ça vraiment fascinant aussi, cette idée de trouver des règles qui permettent de. Et puis vraiment, les règles sont remarquables dans le sens où elles sont vraiment simples et ça crée des structures qui ont cette propriété. Et donc, un des trucs donc c'est une réaction chimique très très simple. Voilà, donc, en fait, on imagine un espace où il y a plus de différents composants, on peut les appeler A et B, composants chimiques, et puis ils interagissent d'une certaine manière. Et ce qui se passe, c'est que juste avec les lois, donc ce qu'on appelle les lois de réaction et de diffusion. Donc la réaction, bon, bah, c'est voilà, deux molécules de A qui rencontrent une molécule de B, et puis ça fait, je sais pas, deux molécules de B ou quelque chose comme ça. Euh, donc ça, c'est le côté réaction. Et puis après, il y a le côté diffusion qui est juste ça se diffuse spatialement. Voilà, si on met une goutte quelque part, bah, elle va tendance à se répartir. Donc juste avec ces deux propriétés, en fait, c'est d'ailleurs les travaux d'Alan Turing en 1950 qui a vraiment découvert, en 1952, qui a vraiment découvert ça, c'est que juste avec ces deux principes, on peut faire des trucs vraiment remarquables, quoi. Et Turing en 1952, il avait joué avec ces équations pour montrer qu'avec juste avec ces équations, juste en changeant un peu la réaction chimique en question, on est capable de faire une énorme variété de formes du vivant. Et notamment, ça permettait d'expliquer pourquoi est-ce que euh, les taches noires, par exemple, du léopard, sont des cercles d'un côté, enfin des disques noirs d'un côté, et puis au niveau de la queue, c'est des rayures. Et bon, voilà, c'est des simulations, enfin, c'est la richesse vraiment de ces équations qui est vraiment incroyable. Et parmi cette richesse, donc ça a été découvert en 1993, si je ne me trompe pas, donc assez récemment, on pouvait avoir une réaction chimique qui crée enfin, lorsqu'on la regarde, en tout cas, ça donnait l'impression qu'il y avait des espèces de taches, les unes à côté des autres, comme ça. Et en plus, les Hmm. taches étaient stables, voilà, ce qu'on Oui, appelle il y avait l'homéostasie. ça avait un petit côté cellule, quoi. Ouais, Ça donnait vraiment cette sensation-là. On le voit très bien dans la vidéo, c'est assez chouette. C'est ouais, des,
c'est des belles simulations comme. Ouais, alors ça, c'est incroyable. Les simulations qu'il fait, c'est juste trop beau. Ouais, Effectivement. ça c'est très fort. Ouais. Mais du coup, tu n'as pas dit la quatrième caractéristique. Ouais, la quatrième et dernière caractéristique, donc l'idée c'était de remplacer quelque chose de plus général que la sélection darwinienne. En gros, c'était l'apprentissage. Et apparemment, de ce que j'ai compris, il y a encore de la recherche pour essayer de concevoir des systèmes qui apprennent avec, par exemple, des équations de réaction-diffusion ou quelque chose comme ça. Ça avait l'air encore assez ouvert, donc, ouais, ce qui est intéressant, c'est si on réfléchit à la sélection darwinienne, le truc qui est vraiment incroyable, c'est que on ait cette diversité, cette complexité du vivant qui émerge petit à petit. Donc, si on était il y a 3 milliards d'années, bon, je crois qu'il y a 3 milliards d'années, il y avait déjà des cellules. Je ne sais pas s'il y avait des cellules, mais en tout cas, il y avait un peu de trucs de vivant, quoi. Je pense qu'il y avait les premières cellules. Je ne sais plus si c'est les premières cellules ou c'est des trucs d'ARN. Bon, bref. Au début, c'était pas fou, quoi. Mais aujourd'hui, c'était pas aussi fou qu'aujourd'hui, où on a vraiment des structures des structures dissipatives capables d'autocatalyse pour la plupart en tout cas, et d'homéostasie, et également qui sont beaucoup plus complexes qu'avant. Et on dit qu'elles sont beaucoup plus complexes parce qu'il y a eu cette phase de sélection darwinienne. Mais ce que dit Bartlett, c'est que ce qui compte, c'est presque le chemin jusqu'au résultat, et on s'en fout que ça soit l'évolution darwinienne qui conduise ou non. Mais ce chemin vers la complexification, finalement, c'est ça qui est vraiment important. Et donc, il parle d'apprentissage pour être plus général. Ouais, tu comprends bien pourquoi tout à coup. Justement, si par exemple on cessait, on se mettait à nous-mêmes traficoter nos gènes d'une génération à l'autre, et donc vraiment s'émanciper d'une certaine façon de la sélection darwinienne de cette façon-là, tu veux dire, on ne cesserait pas pour autant d'être vivant, donc quelque part, peu importe la façon dont se passe ce processus qui est qu'on on se complexifie, en tout cas on peut se modifier encore. Voilà, ce truc d'autocatalyse ne reproduit pas toujours exactement à l'identique, mais que ça peut aller vers autre chose, vers quelque chose de plus complexe. Effectivement, peu importe le moyen. Ou si on devenait je sais pas, si on crée une sorte de vie numérique, par exemple, des formes de vie numérique qui tu aurais bien le sentiment que le fait que le moyen soit t'as l'impression que c'est important effectivement que ça se reproduise pas à l'identique, parce que sinon il manquerait quelque chose qui rend la vie, qui permet à cette diversité de la vie. Mais après le moyen en lui-même, que ce soit par sélection ou par des manipulations intentionnelles, finalement ça change pas fondamentalement la nature du truc. Et donc c'est ça qui manquait dans les petites simulations qu'il a fait. Il n'y a pas cette dimension-là. Juste ça. Il manque ça. Mais c'est vrai que la sélection darwinienne, c'est un des trucs les plus intéressants, parce que tu te dis, ça permet d'avoir cet enrichissement, cette complexification à très peu de frais. Juste en ayant des mécanismes de sélection, de transmission des caractères. C'est vrai que c'est un moyen économe d'arriver à une très grande richesse. C'est comme ça qu'on y est arrivé. Et tu te dis, pour qu'il y ait de la vie qui émerge naturellement, tu as l'impression que tu vois pas d'autres. Enfin, après, on manque d'imagination parce qu'on connaît que notre propre exemple de vie ou de life. Mais c'est vrai que tu aurais l'impression que ce serait ce genre de processus-là qui permet d'arriver à du vivant très complexe comme nous. Mais peut-être pas, peut-être qu'il y a d'autres trucs, je sais pas. En tout cas, moi, le côté apprentissage, ça me paraît clairement le truc le plus. Si j'oublie un peu en fait qu'on essaie de décrire le vivant ou une forme de life, dans la liste des critères, le truc que je trouve auquel je donnerais le plus de valeur comme ça, le truc le plus le truc qui rend que ce dont on parle est vraiment excitant, moi ce serait vraiment l'apprentissage, quoi. Ça serait assez nettement, quoi, par rapport au reste. La capacité de complexification. Et tu peux te demander d'ailleurs si tu pourrais avoir quelque chose qui relève de l'apprentissage sans avoir les autres trucs.
Il me semble qu'à un moment donné, il fait un espèce de diagramme en montrant qu'est-ce qui, justement, en disant par exemple, bah, le feu, ça a ces deux caractéristiques-là, mais pas les deux autres, etc. Il fait un espèce de, pas vraiment un diagramme de Venn parce qu'il n'y a pas toutes les combinaisons possibles, mais un diagramme de l'heure, du coup. Et je ne sais pas s'il y a vraiment en fait des combinaisons dans lesquelles il y a pas il y a l'apprentissage, mais il n'y a pas les autres trucs. J'ai plus trop le truc en tête. Mais tu as l'impression que pour qu'il y ait l'apprentissage, je sais pas, typiquement, faut qu'il y ait c'est pas gratuit. Hein, enfin, il faut du traitement Ouais. d'information, c'est pas gratuit, donc il y a forcément quelque chose comme une structure dissipative, par exemple. Tu aurais l'impression que ce serait difficile de ne pas l'avoir. Ouais. Du coup, est-ce que tu dirais que l'ensemble de la connaissance humaine est la LOIF, est une LOIF? Est-ce que les mêmes sont vivants? C'est ce genre de Est-ce truc. que les mêmes forment une LOIF? Euh, C'était un peu l'idée derrière la mémétique au début, mais ça fait un peu pseudo-science quand même. Mais je sais pas, tu me prends au dépourvu là. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant à partir du moment où tu as ces définitions qui sont très fonctionnelles, c'est que tout à coup tu te rends compte, tu te dis, après, ça te met face à une limite qui est de dire, si tout à coup tu te dis, ça veut dire que ça, ce truc-là que tu n'as pas, je sais pas, typiquement les mêmes sur les GIFs, est-ce que les GIFs sont vivants? Tout à coup tu arrives à la conclusion, en fait ça satisfait exactement toutes les propriétés de ta définition, donc tu devrais dire que c'est vivant. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mâches et tu avales le truc, tu dis, ok, c'est vivant. Ou est-ce que tu dis, non, ok, ça veut dire que ma définition elle est pas assez bien. Donc j'ai pas trop réfléchi au truc pour les GIFs. Est-ce que vraiment ça satisfait tous les tous les critères en question? Là, il commence à être tard. Je les ai pas sous les yeux, donc j'arrive pas trop à réfléchir au truc. Mais j'ai pas le sentiment que les GIFs peuvent vraiment apprendre. Qu'il y a vraiment quelque chose Alors, comme une des façons dont il pourrait, alors les GIFs. mais en fait, tu as l'impression, en fait, ce qui fait l'évolution des GIFs, des mèmes, etc., en fait, il y a une intervention humaine. Donc, tu as envie de dire, en fait, ils sont rendus vivants par l'interaction avec des êtres vivants, effectivement, que sont les êtres humains, qui effectivement, les enrichissent, les complexifient, etc., les font varier. Donc, Ouais, tu pourrais dire les êtres humains dans cette chaîne. Je vois, ça serait peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est juste l'énergie libre, quoi. C'est le truc XR qui permet de rajouter cette entropie là. on est juste des enzymes pour les. C'est ça. Le, Ça serait. le truc qui se passe vraiment, c'est l'augmentation des connaissances et le flux d'informations. Et puis nous, on est juste là, les petites enzymes, là, les petites machines moléculaires. Là. Ouais, c'est vrai que ça serait intéressant, une espèce d'extraterrestre comme ça, très, très informationnel, qui observerait ce qui se passe sur Terre et qui en fait on regarderait pas davantage ce qui se passe au niveau de la croûte terrestre que dans le manteau. Quoi. Ce qui intéresse surtout, c'est ce qui se passe sur les réseaux. Ça, c'est Il y a Twitter. qu'il y a de l'information qui s'échange. Et qui... Twitter, c'est ce que ça fait, cette et pour eux, tout le incroyable. reste, c'est une espèce effectivement juste de médiateur, des choses qui permettent les échanges d'informations qui constituent vraiment le monde intéressant. Oh là là, il se passe plein de choses sur Twitter. Oh, attends, il y a ce nouveau tweet. Alors, quelle est l'enzyme qui l'a emporté? Ce serait vrai que le côté des extraterrestres, enfin le regard extraterrestre qui arrive sur Terre et qui pendant un moment cherche le bon niveau de description. C'est quoi le bon niveau de description? Qu'est-ce qui se passe sur Terre exactement? C'est une expérience de pensée assez marrante. Je l'avais vu au début d'un livre. J'ai totalement oublié le titre. Quelqu'un s'en souviendra. C'est assez marrant. Et il y avait notamment l'idée d'ailleurs assez célèbre, l'idée que l'espèce qui domine le monde vivant, je crois qu'on avait parlé d'ailleurs en Action à un moment, en fait c'est le blé, parce que tu te rends compte, genre c'est l'espèce qui a réussi à, je sais pas, à parasiter, enfin, comme ça, à trouver un hôte parfait qui le répand partout, et il est partout, et c'est vraiment, Ouais, bah, il se sert de nous, quoi. c'est ça. Ouais, on se met toujours au centre du tableau, mais c'est vrai qu'à un certain sens, on pourrait regarder les choses en se disant, en fait, le blé, c'est une espèce de parasite parfait. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Parce qu'il y a d'autres exemples un peu comme ça d'espèces qui font vraiment ça et où on voit vraiment ce que fait. Un peu comme j'allais dire le coucou qui, mais non, ça marche pas si bien que ça, mais un peu comme, je sais pas comment. Une espèce qui s'adapte en gros et dit on a un super. En gros, on est des pollinisateurs. Oui, voilà, c'est ça. On pourrait se dire, on est un peu comme des pollinisateurs. Voilà. Les espèces s'adaptent aux pollinisateurs pour faire en sorte d'être bien pollinisées. Tu pourrais dire, le blé, d'une certaine façon, il s'est adapté aux pollinisateurs humains
qui Ouais, sont c'est ça. vraiment Ouais. pollinisateurs de l'extrême. C'est ça. Et il s'est super bien adapté. Et tu pourrais regarder les choses, faire cette description-là du truc. Et, bon, ça paraît pas tout à fait correct, mais l'idée qu'on Ouais. puisse pendant un moment regarder les choses sous cet angle-là, je trouve, est assez amusante. Ouais. Ouais, ou les chats. Les chats, c'est. C'est Je veux vrai. dire, un chat, tu le laisses tout seul, il fait rien, quoi. Mais par contre, il est capable de hacker des humains et C'est ça, on est leur hôte, quelque part. c'est Vraiment, c'est nos parasites, nos parasites affectifs. Et tout ce qu'il a à voilà. faire, c'est un petit miaou et un petit sourire, là, et puis ça y est, l'humain lui donne à manger, quoi. C'est. Mm. C'est ça, c'est des espèces de parasites. Mm. Bon, on va pas se faire des amis sur Internet en disant ça, hein, ça Voilà, c'est des champions et on est juste à leur service, quoi. On est juste ils ont cultivé des milliards d'humains Mm. pour être à leur service, que. Ils ont été forts. Mm. C'est marrant, les gens on prend plus l'exemple du chat que du chien à ce moment-là pour faire ça. On sent que le chien, il a un côté. Ouais. Bon, moi, j'ai ni chat ni chien, je suis neutre dans cette affaire. Enfin, mes parents ont un chat, donc je suis plutôt côté chat. Non, mais, j'ai des mauvaises histoires avec des chiens aussi, donc ouais, je me suis. Enfin, mes plus grandes frayeurs, c'est avec des chiens. Mais moi Les aussi, j'ai peur moments des chiens. dans ma vie où je suis sur le point de mourir, c'était face à des chiens. Ah ouais? Moi, Ouais. j'ai jamais eu peur de mourir, mais j'avoue que des chiens qui se mettent à aboyer, ça me fait trop peur. Je sais pas pourquoi. C'est Euh, le bruit soudain comme ça. Typiquement, le chien à travers un portail qui se met à aboyer, quand je me promène, c'est horrible. ouais, J'aurais envie de me mettre à courir. Ah, je comprends pas ce genre. Au moins, les chats ouais, me rendent moins nerveux. Je leur reconnais cette supériorité. ouais, le plus grand frayeur de ma vie, à un moment, c'est. Bon, ouais, j'étais en Bolivie tout seul et ouais, je suis en bus et ouais, on est passé à 3 heures du matin là où je devais descendre, quoi. Du coup, bon, ouais, j'arrive au milieu de la ville et 3 heures du matin et tout est fermé. Et du coup, bon, ouais, je dors sur un banc et, Tu te retrouves là. je sais pas, une demi-heure ou 1 heure plus tard, il y a un chien qui me réveille en aboyant, mais juste devant ma figure comme ça. Oh, oh, l'horreur! Flippé comme pas possible. J'ai jeté tout ce que j'avais à manger là. Il allait manger pour revenir. Et puis il avait bouffé. Enfin bref, il a bouffé mon. Enfin, il était vraiment. Ah, enfin, c'était flippant. J'ai du mal avec Ah les ouais. chiens. Ah oui, bah, je peux comprendre. Toi, tu as une raison au moins objective. Intéressant, ouais. Qu'est-ce que tu fous? Bolivie à 3 heures du matin, réveillé par un chien. Ouais, intéressant. En fait, ça m'est arrivé 2 fois parce que une autre fois c'était en Indonésie, c'est à peu près la même histoire. J'arrive dans un village en bateau à 3 heures du matin et du coup je dors sur la plage et pareil, un chien qui me réveille en aboyant dessus. Ouais, j'ai du mal avec les chiens. Et surtout Oui. là-bas, c'est pas s'ils sont vaccinés, enfin ils sont probablement pas vaccinés contre la rage. Mm, C'est vraiment dangereux quand. mm. Ouais, ouais. Effectivement, ça aurait été con. Quelle idée de dormir sur. Ah là là, t'as une vie trop rock'n'roll pour moi, hein, vraiment. Ouais, mais j'ai arrêté. Depuis le Covid, j'ai arrêté de voyager. Bon, de la life à tes expériences avec des chiens, on a bien couvert le sujet, je crois. Donc, deuxième vidéo dont on veut parler ce soir, c'est marrant, d'habitude on enregistre toujours le matin d'ailleurs. Là, pour une fois, on est le soir. Euh, euh, Fulloscopy a fait une vidéo, peut-on prédire le crime? Tel est le titre. Et c'est très chouette, c'est très très chouette, très ambiance Black Mirror, mais décontracte. C'est ça, côté sympa. Non, c'est vraiment assez fascinant ce truc-là. Donc c'est sur des recherches qui analysent des données sur la criminalité et qui remarquent en fait qu'on peut utiliser les mêmes, les mêmes outils qu'on utilise pour étudier les séismes. Quand il y a un séisme, ensuite, après un premier séisme, il y a souvent des répliques. Donc, la plupart des séismes, en fait, sont causés par un premier séisme. Et en fait, ce schéma-là, pour des raisons d'ailleurs qui sont
pas, enfin, qui sont très rapidement évoqués, mais à la limite, on s'en fiche, hein, peu importe les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. De fait, il se trouve que ça colle bien avec les données qu'on recueille. On remarque que pour la criminalité, ça marche à peu près de la même façon. C'est-à-dire que quand il y a un premier crime qui se produit à un endroit, ben, ça augmente localement et pour un laps de temps réduit, mais de façon quand même significative, ça augmente la probabilité qu'il y ait un crime qui se produise donc dans ce même endroit dans les jours qui suivent, en gros. Et en utilisant ça, du coup, ben, ça permet de faire des sortes de cartes météo de la criminalité qui permet, voilà, tu observes les données du jour et ça te permet d'avoir une sorte de prédiction qui dit ben, c'est un peu plus probable qu'il y ait un crime là, à tel endroit, et à tel endroit, etc. Et en utilisant ce truc-là, donc déjà, c'est assez fou que ça marche. Ouais. A priori, ça m'aurait pas semblé évident que ça marche. Je veux dire, on est quand même. Ouais, Je connais pas la psychologie des criminels. C'est une des questions vraiment qui est. C'est peut-être évoqué rapidement dans la vidéo, mais j'ai pas le sentiment que c'est plus que ça évoqué en fait. Il y a un peu l'idée, bon bah voilà, un criminel voit. Ici, voilà, il fait allusion à une autre vidéo qu'il a faite où toujours des simulations super chouettes et avec des espèces de petits spermatozoïdes qui explorent leur environnement, qui cherchent des ressources. Et en gros, de temps en temps, il y en a un qui trouve une nouvelle ressource et du coup, il y a plein de suiveurs, etc. Et bon, bah, finalement, les criminels auraient ce type-là de comportement, mais c'est pas très. Enfin, ça paraît un peu étonnant. Honnêtement, j'aurais vraiment pas parié sur le fait que ça marche comme ça. Genre, limite, j'aurais plutôt parié sur l'inverse. Genre, s'il y a un cambriolage qui a été commis à un certain endroit, que justement, on va se faire le raisonnement qu'il va y avoir plus de présence policière à cet endroit-là. Enfin, les gens feront plus attention, les gens vont plus fermer leurs portes, donc ce sera plus difficile de faire un cambriolage, et donc, donc ça vaut moins le coup d'essayer de faire un cambriolage dans ce coin-là. Enfin, j'aurais vraiment fait plutôt le pari inverse ou le pari que ça n'a pas d'effet. Et en fait, non, ce truc-là des répliques, je dirais qu'il y a un premier crime, ben, ça en cause d'autres. En tout cas, ça augmente la probabilité que d'autres soient commis dans le même coin. Ça marche bien. Et du coup, et c'est ça qui est assez chouette, c'est que très vite, ces recherches-là ont été utilisées par les forces de police dans plusieurs villes. Il prend l'exemple de Chicago, en l'occurrence. Et avec effectivement un certain succès, au sens où ça a permis effectivement d'augmenter le nombre de délits arrêtés. Enfin bref, voilà, ça a amélioré l'utilisation des ressources de police. Ça permettait d'envoyer les patrouilles de police à des endroits où il y avait plus de chances qu'il y ait des crimes et donc où il y avait plus de chances qu'ils soient utiles. Et donc ça, super, ça marche. Et il y a un côté, alors. Déjà, ouais, c'est fou que ça marche, je trouve. Mais derrière, donc la vidéo est très amusante parce qu'il y a Cyrus North qui intervient là et qui dit non mais attends, c'est Black Mirror ton truc là, c'est pas possible. Alors, bon, il y a quand même une différence avec les trucs du genre, ça fait aussi penser un peu au truc des précogs là dans le film Minority Report où on arrête les gens avant qu'ils commettent des crimes. Bon là évidemment l'idée c'est pas d'arrêter les gens avant qu'ils commettent des crimes en disant si vous êtes là dans ce coin-là, vu la probabilité qu'il y ait des crimes qui ait lieu, clairement il est probable que vous commettiez un crime. Déjà parce que bon c'est pas des prédictions à 100%, c'est plutôt juste on augmente légèrement la probabilité qu'il y ait un délit ou un crime qui soit commis à cet endroit-là. Donc voilà, c'est pas déterministe. Ouais. Et puis évidemment, on arrête les gens quand ils ont fait quelque chose, pas avant. Juste, ça permet, ça te paraît idiot de le dire, mais vu que c'est vrai que quand on parle de prédire le crime, c'est le premier truc auquel on pense, de dire évidemment, on attend quand même. L'idée, c'est de réorienter les forces de police aux endroits où ils ont plus de chances d'être utiles, mais de faire en sorte qu'ils arrêtent les gens quand ils ont commis un crime et pas avant, évidemment. Donc voilà. Mais le deuxième truc, c'est que ça c'est vraiment hyper intéressant, c'est que on pouvait de façon un peu surprenante, en fait, il met en scène sa surprise lui-même dans la vidéo, c'est qu'en fait, si tu appliques cet algorithme-là, c'est-à-dire que tu utilises la prédiction pour envoyer des patrouilles de police là où il y a plus de chances qu'il y ait des crimes qui soient commis, etc., et qu'au départ, tu as des forces de police qui sont légèrement biaisées en faveur il prend un exemple abstrait de population bleue, population verte, ce léger biais, alors tu te dirais, en fait, la prédiction, elle est neutre, la prédiction, elle est
objective d'une certaine façon. Mais en fait, le fait qu'au départ, les forces de police aient un léger biais contre la population bleue, ça va faire qu'il y a un peu plus de crimes bleus qui va être détecté. Et du coup, comme on va envoyer un peu plus de policiers enfin bref, il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place qui va faire que, en utilisant cet algorithme de prédiction plus des policiers biaisés, ben, en fait, tu vas aggraver le biais. Et, et donc, il y a une solution pour éviter ça, c'était de corriger finalement l'utilisation de l'algorithme en disant, bah, en fait, on n'enverra pas la quantité de forces de police qu'on va envoyer doit être proportionnelle à la densité de population. Donc, pour éviter justement ces déséquilibres-là. Mais il fait remarquer qu'en faisant ça, effectivement, ce qu'on observe, c'est que va y avoir, par rapport à une utilisation sans cette correction-là, va y avoir moins de crimes qui vont être détectés, qui vont être arrêtés. Et du coup, voilà, on perd légèrement en efficacité pour retrouver quelque chose qui est plus proche d'une situation équitable entre les bleus et les verts. Évidemment, c'est pas des bleus et des verts dont il est question. Mais voilà, en très peu de minutes sur cette vidéo, elle présente des trucs qui sont dingues. Enfin, je dirais que vraiment, je m'y attendais pas. Et en plus, c'est soulève des questions qui sont super intéressantes. Vraiment, c'est une vidéo qui m'a fait ça quand je l'ai vu. Je me suis dit, il y a tellement de trucs à dire. Donc voilà, et encore, j'ai pas tout parlé. Il y a une deuxième partie de la vidéo, mais qui est un peu séparée, où il parle des meurtres cette fois, des relations de meurtres, des gangs, etc. Mais déjà, cette première partie là. Elle est pas longue la vidéo, elle doit faire, je sais pas, 15-20 minutes, et je trouve qu'elle est déjà extrêmement riche. Donc je sais pas si tu veux, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé et dit un peu n'importe quoi, mais si tu peux réagir. Parce que j'ai dit essayer d'en faire un résumé honnête, mais franchement, allez voir la vidéo, elle est vraiment trop bien. Mais enfin, Fulloscopy, il est incroyable. Enfin, je trouve que toutes ces vidéos sont géniales, et voilà, il fait ça de façon très détendue, et comme si ça avait l'air super facile, alors que non, faire des vidéos c'est très difficile. On sait ce que c'est. Et ces vidéos, elles sont vraiment trop bien. Et ça donne l'impression que c'est super simple de faire des super bonnes vidéos, mais non, ça l'est pas. Et franchement, je suis assez admiratif. Je trouve sa chaîne, elle est vraiment chouette. Ouais, vraiment, sa chaîne est vraiment top. Je sais pas si c'est la première vidéo, faut que je ressorte les statistiques. Moi, je regarderai ça plus tard. Si c'est la première vidéo dont on parle sur Axiom. Ouais, mais donc c'est un truc. Alors, j'avais déjà entendu parler qu'il y avait une espèce de contagiosité, notamment pour les fusillades. Oui, il y avait une vidéo de Léo. D'ailleurs, en fait, c'est ça qui avait un peu lancé Mehdi à l'époque, parce que ils avaient fait une sorte de collab et ça avait fait exploser sa chaîne. Et donc, ouais, effectivement. Du coup, quand j'ai vu la vidéo de Mehdi, de Fulloscopy, j'ai pas été aussi surpris que s'il avait jamais été exposé à ses idées. Je me suis dit, il y a pas une contagiosité. Il me semble qu'en fait, parce qu'il parlait de la contagiosité pour les attaques à main armée, enfin les tueries de masse. Ouais. Et là, ça me paraissait moins surprenant, parce qu'effectivement, tu peux te dire, ça paraît plus intuitif l'idée que voir quelqu'un d'autre passer à l'acte, faire une tuerie de masse, puisse inspirer d'autres gens de faire une tuerie de masse. Mais tu as l'impression que le comportement criminel, il est un peu plus stratégique, justement. T'es pas sur une imitation qui serait un peu de l'ordre un peu émotionnel, justement. Une tuerie de masse, c'est pas un calcul stratégique, quoi. T'es plus, les motivations sont complexes, mais ça me paraissait moins surprenant. Mais ça m'a paru vraiment surprenant pour une activité criminelle ordinaire, d'une certaine façon, je veux dire. Ouais. Alors, un truc dont il n'y a pas parlé, c'est parce que si c'est un cambriolage, par exemple, le succès du cambriolage, je pense que ça a un sens que ça soit un peu contagieux, parce que bon, la personne qui a fait le cambriolage, elle connaît peut-être d'autres personnes, et peut-être qu'ils en ont parlé, et du coup, ça a peut-être un sens. J'imagine que l'échec peut aussi réduire, enfin l'échec d'un cambriolage peut aussi réduire, donc faire un effet inverse, quoi, dire du coup, pendant 2 semaines ça va être bon, il n'y aura pas de cambriolage. Moi, je sais pas si c'est le cas. Ça paraîtrait plus intuitif, ça, effectivement. Ouais. Bon, en tout cas, ça a beaucoup de sens, parce que si on réfléchit juste à ça, après, de faire un modèle prédictif derrière, c'est marrant, parce que c'est les mêmes modèles que. Bon, il y a le côté un peu local, mais finalement, c'est les mêmes modèles qu'en épidémiologie, quoi. Donc les maths sont
c'est même des maths pas si différentes de celles de la vidéo de Sens Étonnante. C'est vraiment des effets de diffusion quoi, locale, et on peut même voir de la réaction, un entretien en tout cas à l'échelle locale. Donc ouais, c'est très rigolo, et puis bon, l'application, enfin le fait que ça soit passé de 2 mois un article à une application pratique, c'est quand même fou quoi. En termes de recherche, généralement la recherche c'est long, et puis le moment entre l'article publié et son utilisation en pratique, généralement c'est long. Ça change un peu en informatique où il y a des délais plus courts. Mais ça reste très impressionnant d'avoir une application quasiment immédiate avec des succès. Sur le fait du racisme, j'ai peut-être pas tout compris. J'ai peut-être pas été, en tout cas, complètement convaincu. C'est que, enfin, l'existence du dilemme, parce que bon, en effet, donc si on met plus, si on prédit légèrement plus de crimes chez les bleus, bah, on voit plus de policiers, du coup, on détecte plus de cas. Et du coup, si on entraîne le modèle directement sur ça, bah, il va avoir ces effets d'aggravation dont tu as parlé. Mais ce qui serait plus raisonnable de faire, en tout cas en tant que bayésien, c'est de se dire, bon, bah, il y a un biais d'échantillonnage, comme il en parle, et que du coup, le vrai nombre de cas de crimes chez les bleus et chez les verts, on sait qu'il est surestimé chez les bleus par opposition chez les verts. Du coup, tu peux rajouter juste un truc qui justement, si on est bayésien, tout à fait rationnel, quoi, juste de se dire, corriger le biais d'échantillonnage. Et dans ce cas, j'ai l'impression que le fait qu'il y ait plus de policiers chez les bleus me semble a priori diminuer le nombre de délits qui est commis effectivement et pas forcément répertorié chez les bleus. Quoi. En tout cas, si c'est le cas, il ne devrait pas avoir cet effet d'accroissement des inégalités dans les forces de police. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, la conclusion, je fais confiance au type qui n'y est pas arrivé par hasard. Mais ça me paraît pas si évident que ça, effectivement, qu'on soit forcément à la fin face à un dilemme d'efficacité versus équité. En tout cas, je suis pas entièrement sûr. D'ailleurs, je l'ai expliqué de façon assez imprécise tout à l'heure, et ça tient un peu au fait que je suis pas bien sûr d'avoir compris en réalité. En tout cas, c'est ce que j'avais compris. Hein. Ce que tu avais expliqué, c'est que plus de policiers, plus de cas détectés. Plus de cas détectés, du coup, on envoie encore plus de policiers. Du coup, ça fait encore plus de cas détectés. Disons que tu aurais l'impression que si le déséquilibre est vraiment lié à un problème d'échantillonnage, bah à partir du moment où tu forces un meilleur échantillonnage, un échantillonnage différent, au bout d'un moment, tu vas quand même détecter du coup des crimes que tu n'aurais pas détectés sinon du côté des verts, disons, et que du coup, c'est pas si évident qu'il devrait forcément y avoir une perte d'efficacité. Donc en fait, j'ai l'impression que ce qui rapportait, c'était peut-être simplement des données de fait, en disant ben voilà, en ayant du coup corrigé le biais de cette façon-là, on a quand même eu une amélioration par rapport au truc de base, mais elle était moins forte que lorsqu'on appliquait l'algorithme sans cette correction-là. Donc peut-être c'était purement empirique. Il n'a pas de théorie derrière pour expliquer ça. Je sais pas, parce que c'est vrai qu'à la réflexion, c'est pas si évident. Ouais, ce qui est possible, c'est que l'algorithme de base qui a été utilisé fait pas de correction pour le biais d'échantillonnage. Et si c'est le cas, oui, on va avoir des effets. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu des effets de spirale comme ça qui font de cercles vicieux. Mais du coup, l'algorithme est erroné. Enfin, c'est pas un dilemme éthique, c'est juste un algorithme qui est pas bayésien. En tout cas, ouais. Je trouve que moi ça m'a plu l'idée qu'il y a un dilemme éthique à ce moment-là. Ouais. Et je trouve qu'il est, il est intéressant parce que. Ouais. Je pense qu'il y aura des dilemmes éthiques dans d'autres cas. Donc par exemple, si on prend il y a pas mal de données en tout cas que j'ai déjà vues qui montrent que une personne qui est jeune et qui est un homme et qui est plutôt pauvre a plus de chances de commettre un crime une femme âgée riche. Dit comme ça, c'est peut-être moins surprenant. Et du coup, forcément, si
on a devant soi enfin voici un crime qui a été commis et que les deux suspects, parmi les deux suspects, bon, on a un jeune pauvre, un homme jeune pauvre et une femme vieille riche. D'un point de vue bayésien, ça a complètement un sens de se dire que bah, c'est plus probablement le jeune homme pauvre que la vieille femme riche. Hmm. Et là, c'est juste uniquement à partir d'a priori sur le fait que, bon, enfin, d'a priori justifiés de façon empirique, donc des a priori, enfin, des préjugés raisonnables. Mais du coup, ça serait quand même un espèce de jugement de faciès qui fait que on va privilégier une personne plutôt que l'autre. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, en fait, ce genre de recherche exploite ce genre de régularité-là, en fait. Ouais. Euh, et, euh, et ça, évidemment, ça a vraiment une valeur prédictive. Ouais. Ça fonctionne du coup. Mais à la limite, justement, intégrer le truc là, une stratégie qui, d'une certaine façon, objectivée par le fait que c'est un algorithme qu'il est écrit, qu'on peut le manipuler éventuellement, qu'on peut le corriger, etc. Ça rend, disons, ça rend le truc au moins plus transparent et peut-être plus. Ouais, j'ai l'impression que c'est, en un sens, plus rassurant. Enfin, je préfère que ce soit l'algorithme qui est qui exploite ce genre de données pour faire des prédictions et pour essayer de mieux organiser le travail de la police, plutôt que des êtres humains quelque part. Ouais, Euh, c'est plus facile à reprogrammer un algorithme. et parce que c'est- clairement, ça fait sens. Là, en l'occurrence, ça montrait que ça fonctionnait, que ça avait effectivement amené à une augmentation du succès. Mais donc évidemment que ces données-là peuvent être utilisées à fin de prédiction de façon efficace. Ouais. Ouais. Attends, il y avait deux trucs que je me disais qui étaient intéressants là-dedans. Euh, ça m'énerve. Si, ouais, il y a un premier truc, c'est vraiment ce côté que j'ai bien aimé dans la vidéo, qui est quelque part c'est faire de la psychologie, mais sans faire la moindre hypothèse sur la psychologie des individus. Enfin, je sais pas comment dire. Ça relève un peu de la psychologie au sens où tu parles du comportement humain, quoi. Donc c'est quelque chose qui parle du comportement humain et qui ne fait aucune hypothèse sur la psychologie. Je ferais plutôt comme ça que je dirais le truc. Et Ouais. je trouve ça assez fascinant. Ouais. De, et que ça marche, quoi. Ça marche presque mieux que si on avait fait des sortes d'hypothèses de construction sur comment se comportent les criminels et qui, du coup, il y aurait genre une approche qui partirait de la base. Tu dirais, ben, voilà comment se comporte un criminel, donc voilà comment à une échelle macro il devrait se comporter. Et là, on fait exactement l'inverse. On regarde comment ça se comporte à l'échelle macro, puis on se dit, bon, bah, du coup. En fait, même, on se passe même de l'échelle individuelle, quand on dit simplement, bon, bah, voilà. Ouais. Faire je trouve ça assez fascinant. Et le deuxième truc aussi, c'est que je me disais, quand même par rapport aux répliques sismiques où tu te dis, bon bah voilà, le fait d'être étudié par des sismologues, ça change rien. Est-ce que le fait de savoir, au bout d'un moment, ça va finir par savoir ce genre de truc. Est-ce que le Ouais, fait que les criminels sachent que y a un algorithme qui prédit les crimes qui vont ouais. avoir lieu le lendemain, est-ce que c'est Tu vas pas ramener le voué paradoxe de Newcomb, ça. c'est même pas pour ramener le paradoxe du Newton, mais c'est juste c'est à partir du moment où tu mesures un truc qui concerne le comportement humain et que oui, et assez souvent tu peux modifier le comportement humain en sachant que ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup au paradoxe du Newton parce qu'il y a ce côté-là, c'est-à-dire en sachant que voilà que ton comportement a été pris en compte pour faire une prédiction, bah, tu peux modifier ton comportement. Enfin, ça aurait été une autre prédiction que je ferais, ce serait que si ce programme-là devient un peu connu dans le milieu criminel, disons, ben ça va Ouais. vraiment changer le comportement des criminels. C'est que tout à coup, tu sais que si tu as un collègue qui a fait un cambriolage à tel endroit, qu'il vaut mieux éviter cet endroit-là pendant 2-3 jours, parce que pendant 2-3 jours, il va y avoir un peu plus de présence policière à cet endroit-là. Et ça me paraît un peu inévitable quelque part. Donc, Ouais, ça fait penser aux marchés efficients, là, l'hypothèse des marchés efficients, au fait que ouais, quand tout le monde joue de façon stratégique, bah, il n'y a plus rien de prévisible et tous les patterns disparaissent parce que si tu joues dans les patterns, bah, tu te fais avoir. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Mais disons que c'est curieux, parce que alors peut-être c'est trop récent, mais
est-ce que ça va changer le comportement des criminels? C'est la question que je me posais. Ouais, mon a priori comme ça, c'est que c'est pas encore assez connu. Bon, après, je suis pas dans le monde de la criminalité, mais moi, je connaissais à peine ses travaux, quoi. Donc, je sais pas, j'imagine que la plupart des gens les connaissent pas. Si j'avais un ami criminel, je lui dirais ça. Il travaille dans une ville qui est concernée par ce programme. Utilise ces modèles. Ouais, peut-être les criminels geeks, justement, ceux qui travaillent sur YouTube, qui aiment bien ces choses-là, il va y avoir une petite sélection en faveur de ceux-là. Ouais, les criminels un peu à l'ancienne, comme ça, qui travaillent juste qu'un tel leur a dit oui, là, il y avait un bon endroit, là, un bon spot. Tu peux y retourner. Voilà, c'est eux qui vont être sélectionnés, enfin, qui vont être. Voilà. Ah, ça va être marrant parce que ça se trouve, il va y avoir un business d'avoir des algorithmes mais prédictifs de l'autre côté, quoi. Des algorithmes pour les criminels pour prédire où est-ce que de course à l'armement. C'est ça. Mais oui, c'est vrai, ça se trouve, ils vont. Ça se trouve, enfin, on n'est pas au courant, mais ils ont leur propre jeu de données de parcours de patrouille de police. Et eux-mêmes, ils font des prédictions pour le jour d'après, dire voilà, quand il y a une. Ça serait assez marrant comme truc. Ouais, ça serait d'autant plus marrant s'ils ne sont pas au courant de l'autre algorithme qui existe. Ouais, surtout ce qui est cybercriminalité, enfin les trucs Silk Road, les trucs en ligne, il va y avoir tellement un jeu de chat et souris. Ouais, c'est sûr. Donc peut-être on pourrait parler aussi de la fin de la vidéo, où cette fois c'est plutôt des modèles d'épidémiologie qui étaient utilisés pour décrire la façon dont les attaques à main armée se répandent. On décrit les réseaux de relations des gangsters. Le vocabulaire des années 50, je sais pas, des criminels. Entre eux, comme ça, on fait un espèce de graphe qui représente leur réseau, qui connaît qui, etc. Et ce qu'on observe, c'est que quand il y a une attaque à main armée, et ben en fait, ça se répand dans ce réseau-là de proche en proche. C'est les attaques à main armée. Bon, il y a une partie qui apparaît de façon un peu aléatoire, mais il y a aussi une partie un petit peu comme le truc des. Oui, d'ailleurs, c'est assez proche. Hein. J'ai l'impression que ça peut ressembler un petit peu. Sauf que cette fois, c'est pas dans un espace physique, c'est dans un espace un peu conceptuel qui est ce graphe des relations entre les différents criminels. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'une première attaque à main armée peut, comme ça, provoquer plein d'autres. Et donc, pour éviter ça, on utilise la même stratégie que dans une épidémie, c'est-à-dire s'il y a un patient zéro, s'il y a une attaque à main armée zéro, et ben en fait ça vaut le coup d'essayer d'isoler les personnes qui sont proches dans le graphe pendant une brève période de temps, le temps justement que le risque diminue. Et de cette façon-là, on peut éviter une cascade d'autres attaques à main armée. Et donc apparemment ça fonctionne assez bien. Ça aussi, c'est chouette, c'est vraiment assez similaire, c'est-à-dire que pareil, on observe juste des régularités dans des données, et puis voilà. Et peu importe. Là, typiquement, je trouve pas qu'il y ait de. Enfin, on peut plus ou moins présumer quelles sont les raisons psychologiques qui font qu'il y a plus de chances d'être victime d'une attaque à main armée si tu as des personnes proches dans ce réseau-là qui l'ont été, mais à la limite, peu importe, quoi. Peu importe. Ouais, ça me fait beaucoup penser aux réseaux sociaux, tout ça. Ou à la place d'attaque à main armée, c'est attaques virulentes. Et je pense qu'il y a pas mal de phénomènes de cascade. Je pense que ça serait intéressant de regarder, par exemple, sur 2020, là, les moments où Twitter était beaucoup plus excité. Bon, il y a des trucs qui sont liés, je sais pas, aux élections présidentielles américaines. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des phases comme ça sur Twitter où pendant une semaine, là, les shitstorms s'enchaînent et ça passe d'un sujet à l'autre, mais c'est toujours la même violence. Puis après, ça se calme un petit peu, puis ça repart. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il peut y avoir des dynamiques assez similaires. Je sais pas si on pourrait avoir. Parce que le côté attaque à main armée, c'est assez objectif. Je sais pas comment tu pourrais détecter les attaques de Twitter. Comme ça, si tu as été victime d'une attaque, il y a des chances pour que les personnes proches dans ton réseau en soient victimes aussi. Je pense que tu pourrais observer un truc assez similaire. Ah, à mon avis, il y a vraiment. Enfin, si je devais parler, je parie sans hésiter, quasiment sans hésiter, qu'il y a énormément de choses comme ça. Et enfin, je sais pas,
j'imagine qu'il y a des gens qui doivent commencer à étudier ça. Mais ça va être très intéressant de voir. Il y a une autre vidéo de Fulloscopy où il avait fait un truc de visualisation qui était complètement dingue sur les. Enfin, c'était à partir de Twitter, il me semble, ou peut-être de YouTube, mais je crois que plutôt de Twitter. Tu te rappelles pas, non? Sur les cascades de propagation, de retweet. Ouais, oui, voilà, Ouais. c'est ça, ouais. C'était super beau et super. Voilà, encore une autre vidéo très très chouette. Ouais. Mm. Ouais, mais là, tu pourrais dire, là, s'il faut calmer Twitter, bah. Oui, c'est ça. Isoler les personnes. Enfin, je sais pas, isoler les personnes victimes, je sais pas si ça aide, mais peut-être que ça aide aussi, quoi. Et puis bon, isoler bien sûr les agresseurs, quoi. Mm. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté très très chouette de ces deux recherches dont tu parles, c'est que c'est immédiatement utilisé justement c'est pas juste des outils pour étudier comment se passe la criminalité, mais aussi pour intervenir dessus, puisque typiquement la criminalité, c'est un des trucs sur lesquels on aurait envie d'intervenir, quoi. Donc, ça rend ces recherches-là d'autant plus intéressantes. C'est vrai que sur Twitter, est-ce qu'on pourrait quarantaine Bah, une solution, si ça serait Twitter du tout, de moins recommander ou de moins mettre en avant tel ou tel tweet. Et tu pourrais, pour le coup, avoir des outils pour faire ça, je pense que c'est aujourd'hui faire des analyses de texte et automatiquement détecter le degré de virulence, des choses dans le genre. C'est vraiment pas un le problème. caps lock. Typiquement, quand c'est un caps lock d'un président américain, par exemple, c'est pas très difficile à deviner que le monsieur n'est pas en train de faire des compliments. Ouais. Bon. Et puis l'autre truc aussi, à un moment, je me suis posé la question, c'est donc à un moment, il parle du taux de reproduction de Oui. Ces contagions. C'est pour le truc des trucs à main armée, des coups de feu. Je sais plus comment ils appellent ça exactement. Je sais pas si c'est des attaques à main armée ou des échanges de coups de feu. Enfin bref, en tout cas des actions violentes dans cet ordre-là. Ouais. Effectivement, le taux de reproduction il est bas, il est genre à 0,6. Ouais, 0,6, 0,7, je crois. Mais du coup, tu peux te poser la question, et bon, il est bas dans ce cas, mais est-ce qu'il y a des conditions qui font qu'il va augmenter? Et peut-être, je sais pas, par exemple, en période de confinement, on peut imaginer qu'il va diminuer, mais je sais pas si l'été, peut-être que. Enfin, tu sais, il y a peut-être un truc saisonnier aussi, tout comme, comme la grippe ou le Covid. Peut-être que, oui, ça serait plus en été si j'avais parlé. Le taux de reproduction de la criminalité augmente. Et puis tu peux imaginer aussi qu'il y a des environnements, je reviens sur Twitter, peut-être que sur Twitter, ce taux de reproduction est plus grand qu'un, au moins dans certaines phases. Oui, ça, clairement, il y a un côté. Ça prend bien les shitstorms sur Twitter. Ouais. Clairement, il y a des moments comme ça. C'est bien les maths parce que justement ça s'applique à plein de trucs finalement. C'est un peu ça la conclusion des choses. Mais c'est vrai que c'est assez frappant à quel point, tu vois, ce truc-là du taux de reproduction, typiquement avant mars, j'en avais jamais entendu parler. Hein. Je sais pas comment t'en étais toi, mais j'avais entendu parler. C'est vrai que tout à coup tu te rends compte, là dans ce truc-là, il en parle. Je sais pas s'il aurait utilisé le même vocabulaire s'il avait pas eu l'épidémie, mais tout à coup ça devient très parlant. Voilà. Tout de suite, je comprends ce que ça veut dire. Et voilà, c'est un outil de plus pour comprendre les choses. C'est vrai qu'en fait, quand j'y pense, quand tu as un espèce de truc qui fait le buzz, comme ça, là, j'ai vu ça avec un truc j'ai posté un truc sur Michel Onfray, ça a vraiment fait le buzz. C'est une des premières fois que ça m'est arrivé sur Twitter, ça m'a fait bizarre. J'ai été obligé de masquer tout ce qui est arrivé dessus parce que c'était trop bien. Et il y avait vraiment un côté, je sentais bien qu'à chaque fois qu'il y avait un retweet, c'est pour ça que ça faisait le buzz, c'est qu'il y avait plus de gens qui voyaient le truc, mais ça a augmenté ça augmentait encore plus la chance que je sois retweeté à ce moment-là. Ouais. Et pendant un moment, ça faisait ça. Puis au bout d'un moment, vraiment comme les épidémies, c'est-à-dire qu'un peu tout le réseau qui était sensible à ce que j'avais mis à ce moment-là, avait déjà vu le truc, il n'avait pas le retweeté une deuxième fois, donc ça finit par se calmer. Et je pense vraiment, j'ai pas fait de chiffres, mais ça a dû faire une belle courbe comme ça. Je pense. Écoute ton tweet avec une belle life. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai fait une petite enzyme ce tweet. Ouais. Donc la troisième vidéo dont on va parler, c'est une vidéo de Matt Parker, donc Stand Up Math, c'est le nom de sa chaîne, qui est, je crois qu'on l'a jamais
on n'a jamais fait sur Axiom, mais enfin, c'est un très chouette youtubeur de maths. Et c'est des maths, ce qu'on appelle parfois des maths récréatives. Donc parfois, il parle de maths un peu plus sophistiquées, mais souvent, c'est plus des maths enfin, j'allais dire la vie quotidienne, mais c'est pareil. Ouais, il y a un côté un peu nerdy, quand même, un peu geek, Ouais. il va trouver des maths dans les objets de la vie quotidienne, mais bon, c'est pas non plus des maths forcément applicables à la vie quotidienne. Sauf dans ce cas où, il va parler d'un truc enfin, très d'actualité, qui est à voir avec, bon, bah, certainement, vous avez entendu parler d'élections présidentielles où il y a eu Trump versus Biden, et vous avez sans doute dû dire que Trump suggère qu'il y a eu des fraudes de vote. Et une voilà, en gros, le camp républicain, le camp très Trump, cherche toutes les bizarreries dans les votes pour essayer de dire qu'il y a eu une fraude. Et une des bizarreries qui est soulignée, c'est le fait que quand on regarde les premiers chiffres des votes de Biden, eh bien, ça ne suit pas ce qu'on appelle la loi de Benford. Donc, la loi de Benford, c'est une loi qui dit que si vous prenez, par exemple, les populations des pays à travers le monde, ou les longueurs des fleuves, ou les salaires de la population. Alors, je ne sais pas si ça marche pour les salaires, mais bon, Ouais, bref, je pense. Ouais. pour beaucoup de statistiques comme ça, ce qu'on va observer, c'est que le premier chiffre est plus souvent un 1 que n'importe quel autre chiffre. Environ 30% du temps, ça doit être un 1. Et puis c'est même, enfin, puis sinon c'est souvent un 2, sinon c'est souvent, enfin, ça peut être un 3, mais c'est peu probable que ça soit un 7 ou un 8 ou un 9. Et donc ça peut paraître assez, enfin c'est une loi qui est vraiment assez remarquable, hein, qui est vraiment ouais, inattendue si vous ne connaissez pas. Enfin, moi, la première fois que j'ai découvert ça, j'ai fait non mais c'est pas possible, on va raconter n'importe Oui, quoi. mais moi aussi, je connaissais pas et j'ai découvert hier. Et vraiment, ma Ouais, première réaction, c'était ça. Et ouais. Après, et c'est marrant, j'ai vu une vidéo de Numberphile qui explique le truc. Et ouais, après coup, je me suis dit, mais oui, c'est évident. ouais. Ce qu'elle l'explique très très bien. Mais c'est vrai que c'est pas intuitif, quoi. Ouais, c'est vraiment pas intuitif. Après, j'ai fait, mais il va raconter n'importe quoi. Et puis, en fait, si vous prenez un journal, souvent, bah, enfin, avec pas mal de nombres, donc un truc d'économie, bah, souvent le premier chiffre, ça va être souvent un 1 qu'autre chose. Et la raison pour laquelle ça se passe comme ça, c'est que souvent, il y a beaucoup de quantités qui en fait suivent une distribution sur beaucoup d'ordres de grandeur. Donc typiquement, si vous réfléchissez au nombre d'abonnés sur YouTube, typiquement, le nombre d'abonnés sur YouTube, ça va souvent commencer par un 1. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment, nos nombres Oui. d'abonnés commencent tous les Ouais, deux par un 1. ouais. Peut-être pas pour très longtemps, mais c'est le cas en ce moment. On s'approche des deux, effectivement. C'est un bon exemple, le nombre D'ailleurs, d'abonnés. t'es Ouais, passé devant moi, ça, j'ai vu ça, ça m'a énervé. Il faut dire ça à mes abonnés, hein, j'y suis pour rien. C'est leur faute, clairement leur faute. Il rejette la faute à ses abonnés, quoi. Bah ouais, et la raison pour laquelle c'est ça, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution du nombre d'abonnés d'une chaîne YouTube, par exemple, où on peut prendre aussi le nombre de cas de Covid, malheureusement, dans beaucoup de pays à travers le monde, c'est souvent des croissances un peu exponentielles, où enfin, c'est sur plusieurs ordres de grandeur. Et donc, si on réfléchit à une croissance exponentielle, par exemple, qui est multipliée par 2 tous les 6 mois, par exemple, on va dire, bah, pour passer de 100 000 à 200 000, ça prendra 6 mois. Mais ensuite, pour passer de 200 000 à 400 000, ça va prendre aussi 6 mois. Du coup, entre 200 000 et 300 000, lorsque ça commençait par un 2, bah, ça va durer seulement enfin, un peu plus de 3 mois. Mais du coup, ça va durer moins longtemps que les 6 mois qu'il a fallu pour passer de 100 000 à 200 000. Et puis après, et puis après, on passe de 400 000 à 800 000. Donc en 6 mois, on fait beaucoup de chiffres. Donc si on regarde comme ça, en fait, on se rend compte que le 1, du coup, ça correspond à plus d'intervalles de temps, et du coup, ça va être plus fréquent que les autres chiffres. Et, donc ça marche particulièrement bien quand on a vraiment. Enfin, si on a une croissance exponentielle, nécessairement, ça va s'étendre sur plusieurs ordres de grandeur. Ça va passer rapidement de 100 à 1000, à 10 000, à 100 000. Et quand on a ça, là ça marche vraiment bien, cette loi de Benford. Et du coup, l'idée, c'est de vérifier ça aussi sur le nombre de votes qu'a reçu Biden dans différents comtés américains. Et en fait, ça marche pas. Pour Trump, ça marche assez bien. Pour Trump, on voit que ça suit à peu près une loi de Benford.
Mais pour Biden, ça ne suit pas une loi de Benford où le 3 c'est le 3 qui est plus fréquent que le 1. Ça fait un truc un peu bizarre comme ça. Et du coup, forcément, les pro-Trump font crier au scandale, dire que ça ne respecte pas les lois des probabilités. Et en fait, c'est un mystère amusant. Je suis quand même assez vite deviné, mais c'est quand même rigolo de le voir en chiffres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la différence entre Biden et Trump, il y a une différence un peu assez fondamentale qui est que, en gros, Biden est préféré dans les villes et Trump est préféré dans les campagnes. Donc Biden a des stades de ville et Trump a des stades de campagne, en gros. Et ce qui se passe dans les villes, c'est que les comtés, imaginez, la ville est bien. On peut vraiment construire les comtés pour que chaque comté ait à peu près le même nombre d'électeurs, d'habitants, donc d'électeurs. Et c'est ce qui se passe en fait à Chicago en particulier. Tous les comtés ont, alors, je ne sais plus c'est combien, 300 ou 3000, en tout cas un truc qui commence par. Et ils ont tous à peu près cette même taille, et c'est pour ça que la plupart. Biden a souvent autour de 300, un truc qui commence par un 3, je sais plus si 300 ou 3000, c'est un des deux. Alors que Trump, lui, il a des électeurs de campagne. Et en fait, dans la campagne, il y a des régions où il y a très peu d'habitants, mais on ne va pas les attacher à un autre endroit qui est très très loin. Du coup, on fait des petits comtés. Et parfois, on a des comtés où il y a des trucs plus grands, quoi. Donc, la taille des comtés varie beaucoup. Et du coup, on a un truc qui est plus sur plusieurs ordres de grandeur. Et c'est pour ça que ça suit bien une loi de Benford, comme on pouvait s'y attendre. Ouais, l'explication est super chouette. Enfin, moi, j'étais content de voir ça parce que déjà, je connaissais pas la loi de Benford et j'avoue que c'est. Et je me dis, ça, c'est un truc pour arnaquer des gens, c'est génial. À mon avis, de connaître cette loi-là, il y a moyen parce que l'intuition, c'est tellement que, ouais, je sais pas, que c'est évident que voilà, que chaque chiffre a une même chance de sortir. Il y a trop moyen de. Voilà, c'est ma première pensée en me disant putain, il y a moyen de faire accepter des paris qui sont très marrants. Bref, et tu vas faire parier avec quelqu'un sur un truc qui commence par un 1, ça, il va quand même te regarder bizarrement, quoi, non? Faut trouver le bon contexte, quoi, tu vois. je sais pas, ouais, faut trouver, ouais, il y a moyen de trouver un truc, genre tu fais parier sur un truc qui effectivement va courir sur plusieurs ordres de grandeur. Comme ça, tu dis, ouais, on fait un pari sur le premier, sur les premiers nombres et tu dis, ouais, alors moi je prends 1, 2, 3, 4, toi tu prends 5, 6, 7, 8, 9. Eh, c'est avantageux. C'est avantageux. Ouais, tu peux faire sur le nombre de vues. Ça a l'air avantageux. C'est ça, le nombre de vues totales de Science Étonnante, par exemple. Vas-y, on parie sur le nombre de minutes de vues. Un truc vraiment très gros, ouais. Effectivement, ouais, dès que c'est très gros. C'est vrai que ça paraît très. Limite, tu vois, t'étais bon prince. Tu dis, ouais, ok, on peut pas, parce qu'il y a que 9 chiffres, du coup. Et tu dis, bon, ok, je prends les 1, 2, 3, 4, tu prends 5, 6, 7, 8, 9. T'es bon prince. Et en fait, à mon avis, si tu fais ça, je sais pas, mais tu dois avoir. T'as 70% de chance de gagner ou un truc comme ça. Ouais, 70, ouais. Bref, première pensée, c'était comment arnaquer des gens. Deuxième pensée, je me disais, je connaissais pas le débat sur ce truc-là, et je me disais, putain, ça fait chier, parce que à mon avis, ce genre de truc, ça doit tourner, mais comme c'est pas permis. Ils ont dit, ouais, c'est la preuve, regardez, etc. Et l'explication, elle est limpide quand ils la donnent, effectivement, il n'y a pas de problème, mais elle est trop complexe, elle tient pas en un tweet, si tu veux. Et donc, c'est impossible. Tu peux pas combattre quelqu'un qui te dit mais regardez, c'est évident, la loi de Benford, machin, c'est ce qu'on utilise pour détecter les fraudes et c'est évident, regardez comment on se répartit les votes de Biden, c'est évident qu'il y a une fraude, etc. Tu peux pas lutter contre ça. Et voilà, donc c'est ma deuxième pensée, c'est de me dire merde. Il suffit pas d'avoir raison. Tu peux le faire en 2 tweets. Même en 2 tweets, c'est compliqué. Non, parce qu'au-delà de ça, ne serait-ce que comprendre. Déjà comprendre pourquoi est-ce qu'il faut que ça couvre plusieurs ordres de grandeur, c'est pas évident du tout. Donc non, c'est clairement un truc qui est relativement compliqué. C'est intéressant, c'est chouette. Je suis content d'avoir appris ces trucs-là, mais il y avait vraiment ce côté-là. Je me disais merde. Je sais pas comment ça se passe maintenant aux États-Unis, à quel point ces accusations de fraude prennent ou pas, mais. J'étais assez préoccupé il y a quelques jours parce que Fox News je gardais un peu le site de Fox News et pendant l'élection ils n'étaient pas très pro-Trump, ils étaient pas à fond pro-Trump
notamment, ils ont déclaré l'Arizona pour Biden, alors qu'aujourd'hui, c'est encore, enfin, c'est un des États les plus serrés. Donc en fait, même, je dirais que c'est une erreur de leur part d'avoir déclaré pour Biden, mais voilà, enfin, c'était clairement pas un truc très pro-Trump, et Trump s'en est plein. Mais et puis il y a quelques jours, là, ils mettaient pas mal en avant donc les suspicions de fraude et tout ça. Et donc là j'ai commencé à être assez inquiet. Et puis, enfin là, il y a quelques jours, ça allait mieux. Enfin, ils étaient un peu plus, enfin, ils parlaient un peu moins de ça. Donc, bon. Voilà, j'ai un peu, parce que, enfin, moi, ces élections, j'ai vraiment eu peur. Hein. J'étais, enfin, euh, je mettais vraiment une crédence loin d'être négligeable au fait que ça parte en guerre civile ou que vraiment que ça soit, que ça se passe vraiment très très mal. Et donc il y avait cet espoir au début que ça soit un landslide enfin, que Biden gagne largement et auquel cas, bah, il n'y aura pas eu de problème quoi. Mais très vite, on s'est rendu compte que non, ça allait être assez serré en tout cas, que ça allait se jouer en tout cas sur certains États. Et, euh, et puis, enfin, c'était aussi, enfin, j'avais lu avant, enfin, il y a pas mal de trucs qui étaient assez préoccupants. Bah, Trump avait annoncé il y avait cette histoire de vote par mail et du coup, enfin, c'était assez probable que si le truc était serré, ben, et qu'on regardait le soir de l'élection, bah, Trump serait devant. Et c'est ce qui arrivait. Et si Trump était devant, enfin, il avait annoncé que il déclarerait victoire. Donc, c'est une chose qui n'avait Ça pas. marche pas comme ça. Et puis, tu as ces histoires aussi de. En fait, aux États-Unis, techniquement, les législateurs d'État, donc chaque État peut ignorer le vote populaire s'il est jugé pas fiable. Donc, si c'est trop serré, techniquement, les législateurs d'État peuvent décider de qui est-ce qu'ils vont envoyer voter. Du coup, le vote de l'État dépendrait juste en fait de ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Et en ce moment, dans beaucoup d'États, c'est les républicains. Donc c'était pas rassurant. Ouais. Oui, mais enfin, il y a eu vraiment un moment dans la première journée, enfin dans la soirée qui a suivi, mais qui était pour nous du coup très tôt le matin ou très tard la nuit, un moment où on pensait que c'était vraiment mal engagé. Heureusement, moi j'ai dormi à travers ce truc-là quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait. L'Arizona avait déjà été déclaré pour Biden et on commençait à se dire que c'était bon. Mais ouais, je me serais senti assez mal à l'aise pendant un certain temps. De me dire non, c'est pas possible, on peut pas retourner 4 ans avec ça. C'était ouais, c'était quelque chose cette élection. Ouais. Et puis, enfin, surtout là, il y avait aussi une tension assez palpable et assez. Voilà, il y a pas mal de tweets de Trump. Enfin, il y a aussi tout le contexte entre le Covid, Black Lives Matter et tout, où Trump était assez. Enfin, il appelait à des trucs assez violents. Ouais, c'est quand même fou que il arrive à. Enfin, voilà, il a pas perdu l'élection de beaucoup, quoi. De rien, il y a la moitié des Américains pour qui les 4 ans qui sont passés, ça leur va. Il y avait même plus de votes que. Enfin, je crois qu'il y a un record de votes, juste que tout le monde a pu se voter. Enfin, ouais. Et puis, l'autre truc aussi, c'est que enfin, il y a 4 États où c'est assez serré, quoi, où aucun des candidats n'a plus de 50% et ça se joue à moins de 1%. Et les 4 États sont pour Biden. Ouais, donc ça veut dire que ça aurait pu vraiment. C'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé l'élection précédente, où en fait c'était très serré, juste sur tous les États clés. Ouais. Donc, ouais, il y a une version alternative du monde là où. Et en termes de suspicion de vote aussi, si tu es pro-Trump, tu dis non, mais tous les États serrés sont passés par Biden. C'est de quoi alimenter des suspicions de fraude. Ouais. C'est pas rassurant. Ouais. Donc, du coup, c'était quand même une vidéo sympa sur l'élection et en même temps, ça m'a rappelé que c'était un peu déprimant le contexte. Mais je suis très content d'avoir appris ce truc-là. Ouais. Vraiment, il y a une vidéo de Numberphile qui expliquait ça. Alors, il expliquait un peu différemment de ce que tu fais. Je trouve que c'était pas mal comme tu le faisais. Effectivement, c'est intuitif aussi. Là, ce qu'il faisait, c'est simplement, c'est dire, imaginez, vous faites
vous faites les statistiques du nombre de 1 voilà, d'abord vous tirez juste le numéro 1, il y a 100% de 1, ensuite vous avez 1 et 2, vous avez 50% de 1, 1, 2, 3, vous avez 33% de 1, etc. Et il montre l'évolution du truc et comment est-ce que, en fait, voilà, quand tu arrives à 9, tu as un peu plus de 11% de 1. Et puis à partir du moment où tu commences à arriver à 10, ça va augmenter, parce que de toute façon, tu vas avoir dans 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ça va augmenter jusqu'à arriver à 19, à presque 50% de 1. Et puis à nouveau, après, quand on va arriver à 22, 23, ça va recommencer à descendre comme ça, jusqu'à arriver à 99. Puis à partir du moment où ça arrive à 100, au contraire, ça va recommencer à augmenter, jusqu'à ce que tu arrives à 199, etc. Donc tu vois que ça va faire des trucs comme ça, qui en fait font que le 1 est beaucoup plus haut. Voilà, ça, je trouve que c'était une explication assez intuitive aussi. Ouais. Je sais que Patience fait une vidéo, je crois, sur ça aussi. Mais je la connaissais pas, celle-ci. C'est une vieille vidéo. On commence à se faire vieux. Ah oui, c'est pour ça, faut venir sur TikTok. On y revient. Tu peux voir toutes les vidéos de Monsieur Phi en 3 minutes. Non, mais c'est autre chose, justement. Moi, j'aime bien le côté forme courte. Je me suis mis aussi à écrire des nanofictions. C'est un des trucs que j'avais fait pendant octobre, du coup. Et j'aimais bien le côté, justement, c'est court, ça prend moins de temps, puis c'est vite satisfaisant. D'un point de vue créatif, c'est agréable. Parce que faire une vidéo YouTube, ça prend un temps fou. Et je fais des vidéos qui me prennent de plus en plus de temps en plus. Et donc, avoir des trucs courts et efficaces, ça fait du bien. Voilà. Et dans la vidéo de Stand Up Math, il y a un autre truc qui est discuté, c'est si on regarde les derniers chiffres. Donc, regarder les 2 derniers chiffres, on peut regarder juste le dernier. Non, il faut regarder les 2 derniers chiffres, c'est intéressant. Oui. Donc, si on regarde les 2 derniers chiffres, et Biden, c'est bien une loi uniforme, comme on pourrait s'y attendre. Donc là, il n'y a pas de truc de Benford, c'est vraiment des trucs uniformes. Parce que c'est à peu près uniforme. Et par contre, Trump, c'est pas uniforme. Il y en a pas mal qui sont ça fait un peu une bosse pour les faibles valeurs, et puis après ça redescend. Et du coup, on pourrait crier aussi au scandale fraude. En fait, encore une fois, ça s'explique par les stats de campagne, où il y a pas mal de comtés où il y a moins de 100 électeurs, et même du coup moins de 80 ou 70, quelque chose comme ça. Et du coup, tous ceux qui ont, celui qui a gagné à ce comté, forcément a moins de, c'est en dessous de donc c'est pour ça qu'il y a, il y en a moins de 70. Il y a un peu oui, parce qu'en fait, les deux derniers chiffres, c'est juste les 2 chiffres. Ouais, c'est ça, c'est tous les chiffres. Donc là, du coup, on a une surreprésentation des trucs les plus bas, effectivement. Et effectivement, ça illustre bien que faut savoir de quelles données on parle, en fait, quand tu commences à appliquer ce genre d'heuristique pour essayer de détecter de la fraude. On peut vite se tromper. Et c'est marrant, j'aimais bien cette idée. Il donnait des exemples de comment, parce que c'est des trucs qui sont beaucoup utilisés pour les contrôles fiscaux, ce genre de choses, pour détecter des fraudes. Et typiquement, les gens qui vont entrer qui vont faire des fausses déclarations, qui vont essayer de les faire un peu aléatoirement, mais le cerveau est très très nul pour faire des déclarations aléatoires. Et du coup, c'est sur ça que ça repose, de dire, okay, on va avoir du mal. Je sais pas si je dois rentrer un montant arbitraire pour cacher une déclaration, je vais souvent mettre des trucs qui se terminent par, je sais pas, par 43 ou des trucs comme ça qui semblent un peu vraiment aléatoires. Mais du coup, comme ça me semble plus aléatoire qu'un truc qui se termine par 0, je vais mettre beaucoup moins de 0 et je vais avoir une surreprésentation je vais avoir du mal à avoir cette répartition qui est réellement aléatoire. Il faut vraiment avoir un générateur de trucs aléatoires. C'est très difficile d'imiter l'aléatoire avec son cerveau. Ah, c'est cool. Il avait fait une autre vidéo avant ça, Matt Parker, sur les bugs Excel. Parce qu'il y a eu un moment, je crois que c'était le nombre de cas, chaque cas de Covid était mis dans une colonne d'un fichier Excel en Angleterre. Et en fait, ils n'avaient plus de place. Ils ont rempli parce que les feuilles Excel sont limitées, quoi. Ça avait fait des bugs et tout ça. Ouais, j'avais entendu parler du bug, effectivement. C'est marrant.
Je savais pas que les feuilles Excel étaient limitées. Je n'utilise pas beaucoup Excel, mais j'imagine Ouais. que les gens qui s'occupent de ça auraient pu se renseigner. Ils n'imaginaient pas que ça durerait si longtemps, peut-être. Je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Ou qu'il y aurait Et tant de cas. il y a d'autres trucs aussi sur Excel, c'est t'as des trucs automatiques donc, par exemple, si tu écris 17 mars ou 17 marches, enfin 17 mars quoi, bah, ça va automatiquement transformer ça en une date. Mhm. Et du coup, je sais pas, ça va écrire 17-03 ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des données génétiques, par exemple, où il y a certains gènes qui s'appellent, enfin, il y a un gène qui s'appelle 17 mars, et du coup, il a muté. Il a muté. Et du coup, ça fait foirer des analyses parce que ouais, il y a Mm. des analyses qui vont chercher voilà, le 17 mars, si, est-ce qu'il faut, je sais pas, le nombre de cas, et puis en fait, ils n'ont pas trouvé. Du coup, ça fait des analyses de données qui sont fausses Mm. parce que les gens utilisent des feuilles Excel. Ouais, c'est sûr que quand tu manipules des données si énormes, faut qu'elles soient bien propres, quoi. Faut qu'elles soient bien rentrées. Ça devient un problème en soi. Ouais. Bon, eh bien, on aurait dû faire une quatrième vidéo, mais je dois dire, pour tout vous dire, la quatrième vidéo, c'était juste une vidéo sur le jeu Among Us, parce que j'aime beaucoup ce jeu et que j'avais envie d'en parler. Ouais. Mais je suis un peu trop fatigué pour ça ce soir. Alors, tant pis, on gardera ça pour une autre fois peut-être ou pas. C'est peut-être pas un sujet très sérieux. Je l'avais gardé pour la fin pour cette raison-là, mais je me sens trop fatigué pour la faire. Donc on va rester là. C'est un tout petit axiome du coup. Un- Excellent. c'est un lemme. Même de ça. C'est- Et donc voilà, axiome continu. Juste bah, au déconfinement, au redéconfinement, on en fera un autre. Ça va se jouer comme ça. Voilà. Puis pour le vaccin, on va faire c'est ça. les trucs des Trois événements du Covid. l'axiome vacciné. Ouais. Bon, et ben bravo à tous ceux qui sont restés là. Et voilà, bonne soirée, bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.